Un peu la seule à pas avoir de salaire minimum par rapport à nos collègues techniciens, chef op, chef monteur. Donc, le 20 mai 2019, on s'est tous réunis au point éphémère à Paris. On était près de 500 et on a voté à 99% la création de ce syndicat qui réunit donc toutes nos familles, réalisateurs, auteurs, journalistes, documentaristes. Et donc depuis 6 ans, il y a beaucoup de combats qui sont menés, qui continuent à être menés, pardon, et la route est très longue parce que si on reprend notamment ce que disait un rapport publié par l'IJAC l'année dernière, on se rend compte que les documentaristes ont eu une baisse de 30% de leur pouvoir d'achat sur ces 20 dernières années. Donc aujourd'hui, la garde, on est 350, dont environ 20% de journalistes titulaires de la carte de presse. Adhérer à la garde, contrairement à ce que peuvent dire certains, c'est pas si onéreux que ça, parce que je pense que vous le savez, mais on a le droit à une déduction fiscale. La cotisation, c'est 1% des ressources avec un seuil plancher de 160 euros. Il y a un crédit d'impôt de 66%. Donc, imaginons que vous avez une cotisation de 300 euros. Avec le crédit d'impôt de 198 euros, en fait, la cotisation, elle revient à 100 euros. Donc, c'est quand même assez précieux puisque on bénéficie d'énormément de ressources à notre disposition. Euh, donc, les missions principales, c'est la défense des droits à titre individuel et collectif. Et toutes ces missions, elles se font grâce aux adhérents, aux administrateurs, mais aussi à l'équipe permanente. Donc, il y a deux personnes que je disais tout à l'heure qui assurent cette équipe permanente. Perle, qui est là, qui est déléguée générale et qui est juriste de formation, et Sophie, qui est chargée de mission. Donc, Perle, elle va déjà vous détailler les missions principales. Donc, déjà, l'accompagnement juridique. Vas-y, je te... Oui, donc l'accompagnement juridique, on s'est rendu compte que c'était le premier motif d'adhésion. C'est parce que les membres veulent faire relire leur contrat, avoir des conseils en négociation. Donc, initialement, quand la garde s'est créée, nous, notre domaine d'intervention, l'accompagnement juridique, portait essentiellement sur tout ce qui était accompagnement en matière de droit d'auteur. Et il se trouve qu'au fil des années, on a un peu élargi notre spectre de compétences. Donc maintenant, on accompagne aussi nos membres sur l'aspect du travail, donc contrat de travail et application des conventions collectives. C'est important parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de gros problèmes en termes d'application du droit, donc que ce soit droit d'auteur ou droit du travail. Et ce volet droit du travail que couvre la garde, c'est aussi ce qui nous distingue, on va dire, ce qui nous distingue et qui nous rend complémentaires par rapport aux autres organisations d'auteurs qui existent dans le documentaire, à savoir la boucle documentaire et la SCAM. Récemment, d'ailleurs, pour approfondir en tout cas cette compétence en matière de droit du travail, il y a certains membres de la garde, certains administrateurs, qui ont suivi aussi une formation au recueil des violences, donc que ce soit HVSS, donc tout ce qui est violence, harcèlement sexiste et sexuel, et aussi aux risques psychosociaux. Donc voilà, ça nous a permis d'identifier une nouvelle palette d'outils pour aider au mieux nos adhérents, donc plus généralement à titre individuel quand ils nous sollicitent. Donc l'accompagnement va de la relecture de contrat jusqu'au précontentieux. On peut envoyer, en cas de manquement pour le compte d'adhérent, des courriers de mise en demeure pour rappeler des paiements qui sont dus à petite échéance. Euh, et ce qu'on est en train d'essayer de construire aussi progressivement, c'est que dans le cadre de ces remontées problématiques pour lesquelles on va représenter nos membres, on peut aussi faire appel, solliciter, on va dire, des référents qu'on peut avoir au niveau des chaînes, aussi bien à France Télévisions que Arte. On est en train d'essayer de voir pour avoir un référent aussi au sein de M6. Et on peut aussi s'appuyer sur nos échanges, nos relations avec les syndicats de producteurs quand le producteur concerné est membre d'un syndicat de producteurs. Là, on fait remonter certaines applications problématiques du droit et on essaye, en tout cas, entre organisations de régler les conflits. Voilà. Et aussi, je précise que sur l'accompagnement juridique, donc plutôt pour le précontentieux, on peut aussi avoir, nous, l'appui, on va dire, d'une avocate, de notre avocate, qu'on peut solliciter ponctuellement.
Et en revanche, une fois qu'on a dépassé le stade du précontentieux, avec envoi de courrier de mise en demeure, on ne peut pas représenter nos membres devant les juridictions. Donc là, on oriente les adhérents vers notre avocate, mais donc là, en l'occurrence, c'est à leurs frais. Donc ça, c'était pour le volet accompagnement juridique. Il y a aussi une des missions principales de la garde et qui contribue aussi, on va dire, à sa légitimité. C'est la négociation d'accords interprofessionnels avec les autres organisations, les autres représentants du secteur, dans le secteur documentaire. Donc, je vais pas vous les détailler là. J'en parlerai dans la deuxième partie sur les tips, un peu astuces à avoir sur tout ce qui est négociation de contrat. Et il y avait un autre point aussi que je voulais citer sur les missions de la garde, c'est, on va dire, c'est du lobbying en fait qu'on va faire donc, auprès des institutions sur les spécificités du genre documentaire et du reportage. Donc, on en a plusieurs, hein, on essaye de mener en tout cas à notre niveau. On va notamment se positionner sur tous les sujets qui vont avoir trait, donc aussi bien documentaire et traitement de l'information. On avait notamment été auditionné par la commission du Sénat sur la concentration des médias. On avait fait valoir les problématiques qui étaient liées au formatage des diffuseurs et qui se répercutaient donc sur la liberté autoriale des auteurs. On a donc, dans le lobbying, j'inclus aussi hein, tout ce qui est audition qu'on avait pu faire auprès des états généraux de l'information, sur tout ce qui est réforme, voir ce que ça donne sur la question de l'audiovisuel public. Voilà, donc on essaye en tout cas à notre niveau de porter la voix de nos membres et surtout de faire un retour à chaque fois qui est opérationnel. Et on se rend compte que c'est ça qui interpelle et qui intéresse parce que tout ce qui est au niveau parlementaire, ils n'ont pas conscience en fait de ce que c'est que les problématiques de terrain et concrètes, les incidences que ça peut avoir pour la profession. Donc nous, c'est toujours ça qu'on a à cœur de leur remonter. Euh, Ensuite, il y a aussi une des missions de la garde, c'est de faire vivre notre communauté d'adhérents. On est 350 et on sait que voilà, dans notre profession, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi via l'entraide, la solidarité et puis le partage d'expériences, de compétences, etc. Donc, on organise régulièrement des apéros d'information. Là, on commence à les développer un peu en dehors de Paris. Depuis 2019, c'était principalement à Paris, mais là, donc, on a commencé à Marseille il y a peu. Rien ne nous empêche à Bordeaux, pareil, de faire la même chose. À Nantes, il y en a un le 19 juin. Et puis, bah, si on peut faire ça sur tout le territoire, parce que même si on est à Paris, moi, je ne suis pas parisienne, je sais pas toi, mais moi, je suis convaincue qu'il faut justement fédérer tout le territoire et sortir de cette vision très parisienne du journalisme et de la chose journalistique qui est de sortir de cette vision vraiment trop parisienne. Donc voilà, on est ouvert à toutes les propositions ailleurs que Paris. Donc voilà, apéro d'information. Cette année, on a lancé les apéros cathartiques. Puisque on a beaucoup malheureusement d'adhérents, ça je vais le développer après quand je parlerai des commissions, mais on a beaucoup d'adhérents qui font état de souffrance au travail, malheureusement, c'est un état de fait et voilà, c'est propre, il y a beaucoup de choses qui propres à notre profession. Donc, c'est des apéros où on vient, alors pas forcément pour dégommer un producteur, c'est pas l'idée non plus, mais pour vider son sac, pour dire voilà, j'ai bossé tout un week-end en tournage, sans heures sup, comment tu fais pour faire valoir toi tes heures sup, enfin, c'est voilà, des choses comme ça, et on se rend compte que il y a pas mal de réals, au lieu d'être seuls dans leur coin, qui viennent et ça marche plutôt bien. On met en place aussi des ateliers négo de contrat. Ça, il va y en avoir un prochainement. Euh, Où là, c'est la commission transparence qui nous donne des tips pour essayer d'avoir les meilleurs RNPP possibles, pour, euh, pour les questions pareil de MG, enfin tout ce jargon un peu compliqué. Donc ça, c'est des choses qui marchent bien. Et cette année, on a mis en place les petits déjeuners de la garde. Donc c'est, pour l'instant, on a fait ça une fois au mois de mars. On espère pouvoir faire ça 2 fois par an. Et c'est une interaction producteur-réalisateur. Parce qu'on part du principe que même si on a beaucoup de choses à reprocher à nos producteurs, on veut quand même qu'il y ait un dialogue
qu'on reste dans le dialogue et qu'on soit pas que dans la confrontation et qu'on avance main dans la main. Et là, les producteurs ont joué le jeu. Il y a 4 producteurs qui sont venus, que ce soit des grosses structures comme Éléphant ou des plus petites structures. D'ailleurs, un producteur de Bordeaux qui est venu, qui s'appelle Nicolas Combalbert, qui dirige une société, les films du Tex-Mex. Qui est venu parler justement du documentaire en région, de ces lois de France 3 régions, etc. Et donc le premier petit déjeuner portait sur la relation éditoriale. Bonjour. Et on va organiser un autre petit déjeuner très probablement en octobre sur la relation contractuelle cette fois-ci. Et toujours sur le même modèle, réel producteur, avec des échanges, des questions. Et ça se passe le matin avec petit-déj, café croissant. Voilà. Donc ça, c'est pour faire vivre cette communauté d'adhérents. On a prévu un petit temps de questions déjà sur tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que... Bienvenue, j'arrive au bon moment. Oui, moi j'ai une question. Ouais. Tu parlais de l'apéro à Paris. Comment ça s'organise complètement? Comment on fait pour... Là, par exemple, à Marseille, il y a plusieurs adhérents qui... alors, je ne sais pas s'ils ont pris attache avec Sophie au départ pour savoir s'ils pouvaient organiser et ça s'est fait très simplement. Ils ont trouvé un lieu et après, Sophie, donc, qui est chargée de mission, est descendue de Paris. Et il se trouve que c'est vrai qu'à Marseille, il y a des administrateurs du CA qui était à Marseille. Donc, mais après, ça se fait très simplement. Hein. Il suffit d'appeler Sophie. Euh, Sur proposition, hein. Et Ouais. vous voyez qui est disponible chez vous, mais intéressé pour venir, c'est ça le but, c'est que c'est un événement. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est là où, Sachant que nous, on a un trésorier, il ne faut pas qu'on fasse ça tous les mois, sinon il va nous dire. C'était la deuxième question. Hein. C'est la gare qui prend en charge le déplacement de la Oui. Oui. Et d'ailleurs, je crois qu'à Marseille, ils étaient plutôt bien lotis parce que c'est la gare qui payait. Pour les plus. Je vais pas le dire. Ouais. Ouais. Non, c'est très. Voilà, Après, c'est vrai qu'on fait ça en fonction de nous, des opportunités qu'on identifie. Là, on va à Nantes parce qu'il y a Marianne, ancienne présidente, qui nous a aussi des appels du pied. Mais n'hésitez pas à proposer d'autres endroits. Hein. Ouais. Oui, c'est genre, Oui, parce que ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le fait aussi de... on a conscience que ça serait bien qu'on ait un visio, une interaction pour chaque événement, mais ça demande des compétences techniques, parce que alors, à la conseil d'administration, on est tous bénévoles. On n'a pas forcément les compétences techniques pour faire des retransmissions en multicam, en machin, même si on voudrait. Mais voilà. sincèrement, toi, les rendez-vous des légions d'Ascar, je vais y arriver. Décidément, hein. Pardon, je me flagellerai après la vie. Un ordi, si on nous entend suffisamment, ça nous va. Hein. Oui, mais les petits déjeuners, tu vois, il y avait 80 personnes. C'est une autre logistique. Il y a des micro-mains qui partent. Voilà, c'est. Ouais, mais j'ai fait une vidéo quand même d'AG, d'Agar, du fois, quand on était plusieurs fois en vidéo, ça a bien, quand t'es là à l'écran, tu fais pas tout et tout, mais quelques-unes, notamment quand peut-être à la télé du commerce, à la du travail, on avait eu en visio et ça marchait quand même. On arrivait à suivre un peu. Enfin, il y avait encore plus de monde, j'ai l'impression, que sur ces petits déjeuners. Ouais, c'était la mobilisation des techniciens. Ouais, il y avait vachement de monde. Après, sur les AG, effectivement, soit on pourra, enfin, AG, on va dire, salaire minimum et revendication, pas AG de la garde, pas notre AG annuel, mais sur des gros événements comme ça qui concernent la profession, on s'efforce de faire un compte rendu. Donc, c'était le cas pour l'AG qu'on a tenu là en mars sur les négociations AMR. Je pense que notre AG aussi, il y aura un compte rendu. Mais c'est vrai qu'il y a des formats qui s'y prêtent davantage. Et puis après, ça dépend de la logistique. Là, typiquement, notre AG annuel, on ne peut pas la faire. Je trouve qu'il n'y a pas de connexion, donc on ne pourra pas faire de visio. Mais on essaye, dès qu'on peut, on essaye. Mais c'est vrai que, voilà, des fois, on n'a pas la compétence technique. Mais on a conscience qu'il y a une demande là-dessus, en tout cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour l'instant.
Après, c'est pas grave, on a encore plein de trucs à vous dire, hein, donc bon, il peut y avoir des questions après, hein. Donc, je sais pas. Ok. Alors du coup, je vais détailler un peu plus maintenant l'action des commissions. Donc parce que donc à la garde, on a plusieurs commissions. Alors il y a déjà. Attends, j'ai une Ouais. question quand même, pardon. Dis-moi, dis-moi. 350, ça paraît beaucoup, mais en même temps, c'est pas énorme compte tenu du nombre d'auteurs. La taille critique qu'il faudrait atteindre pour peser un peu plus. Bah, déjà, 500. si on serait 500, Ouais. ouais. Déjà 500, ça serait pas mal. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez vu les 500 ou 499 en 2019? Ouais, Vous avez... Alors, en fait, c'était la création. Donc, c'est ceux qui étaient là vraiment à l'origine. Et après, il y en a eu. C'est comme tout, hein. Il y en a, ils ont changé de profession. Il y en a, ils ont suivi la première présidence. Il y en a eu. Après, ça C'était avait... la- Ouais, puis c'était aussi, je pense, il y a eu des conflits, je crois, au moment de la création avec justement cette scission entre mag-reportage, documentaire de création, mais ce qui était lié aussi en fait à la création de la garde. Pour pouvoir en fait se constituer, il y a eu ces questionnements en fait sur son périmètre, qu'est-ce qu'elle était censée représenter. Donc il y a eu pas mal de départs, je crois, qui étaient liés aussi à ce clivage entre guillemets, qui n'en est plus un parce que maintenant on est aussi bien sur documentaire de création que mag-reportage, mais ça a joué. Après là où c'était l'année dernière avec la mobilisation des techniciens, on était À 200, ouais, on était redescendu à 220 et là, on a remonté. et même on était, je crois, genre à 400, 400 et quelques. Mais oui, en fait, je pense que plus 500, ce serait idéal. Mais ce dont on se rend compte aussi, c'est que on a un noyau dur d'adhérents, vraiment, qui vont être présents, qui vont être présents à beaucoup d'événements qu'on va organiser. Mais en fait, c'est très difficile pour nous de dépasser, enfin, d'attirer de nouvelles personnes. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi besoin de relais en région. Peut-être aussi parce que les choses sont très longues à se mettre en place. Les négociations EMR, Perle va vous en parler tout à l'heure, c'est très très long parce que il y a plusieurs syndicats de producteurs derrière la table. Et donc du coup ça avance. Là d'ailleurs ça avance en ce moment, ça avance très bien, donc c'est fantastique. Mais du coup il y a certains adhérents qui se disent ah, on voit pas assez vite les résultats, mais sauf qu'il faut savoir que malheureusement c'est des choses qui s'obtiennent sur du long terme, quoi. Et pareil, l'enveloppe minimum d'écriture, c'est quelque chose qui a été long à obtenir, mais on l'a obtenu, quoi. Et c'est une avancée énorme de pouvoir être maintenant rémunéré pour l'écriture. Donc, Si je compare avec les syndicats des techniciens qui s'étaient montés il y a 20 ans, et vous avez eu du coup, des tarifs minimum, etc., on voit qu'ils n'auraient pas fait compte. Eux, ils étaient combien par rapport, ils étaient beaucoup plus que, j'imagine. Je vois pas Parce que eux, ils ont eu un poids immédiat. Après, ils ont fait la grève, on ne tournait plus dans les boîtes de prod. Hein. Mais ils ont obtenu tout de suite un salaire minimum, Alors, ça, c'est, ouais, etc. ça va être lié à la qualité de l'organisation, en fait. Nous, on est une ligue, on s'est créé pour devenir un syndicat représentatif, justement, pour pouvoir négocier des salaires minimums, pour négocier tout ce qui touche à la convention collective. Mais pour ça, en fait, c'est en fonction d'un scrutin au TPE, des élections des très petites entreprises. Donc ça, c'est un calendrier électoral tous les 4 ans. Nous, on s'est présenté là en 2024. Et en fait, on s'est pris une action par une centrale qui a contesté la validité de notre candidature, qui avait pourtant été validée par la Direction générale du travail, mais donc on n'a pas pu se présenter. Donc, il y a aussi, en fait, voilà, il y a des prérogatives qui sont liées aux organisations syndicales représentatives que nous ne sommes pas, ce que nous souhaitons devenir à terme. Donc là, on retentera dans les 4 prochaines années. Mais il y a ça aussi. Donc, typiquement, l'appel à la grève, nous, on a été assez prudents là, pendant la mobilisation des techniciens, où la garde n'a pas lancé son appel à la grève, elle a relayé l'appel à la grève parce que, voilà, il y a toutes ces questions de prérogatives liées à des organisations représentatives. mais en tout cas, les négos, le MR, elles avancent, quoi. Ça, c'est indéniable, quoi. Surtout ces derniers temps. Mais après,
plusieurs catégories d'adhérents aussi. En fait, on a des adhérents qui vont adhérer tout de suite pour avoir des conseils juridiques en lecture de contrat. On a des adhérents qui n'ont jamais sollicité de service de la garde, mais en fait, c'est du militantisme. Enfin, voilà. Donc, chacun aussi trouve son compte, mais donc voilà, c'est cette diversité en fait d'intérêts qui fait que c'est pas évident d'aller chercher de nouveaux adhérents. Qu'est-ce qui nous différencie en fait, des autres organismes? Bah, nous, on est spécifique dans l'audiovisuel, quoi. Mais il y en a d'autres par rapport à tu vois, la SCAM. Alors, la SCAM, elle va être que sur le modèle du droit d'auteur. Ouais. Nous, on est sur ce que je disais, alors, on est sur le droit d'auteur et sur le droit du travail. Après, c'est aussi. Puis on est un syndicat aussi. Et puis, c'est la structure aussi, je pense, qui est vachement, c'est ce que disait Clémentine. En tout cas, nous, ce dont on se rend compte là, après, on va dire grosso modo 6 ans d'existence, c'est qu'en fait, ce qui fait l'ADN aussi de la garde, c'est cette communauté en fait d'adhérents qu'elle veut animer. Et par ça, on se rend compte qu'il se distingue à la fois des organisations de salariés représentatifs, parce que typiquement tout ce qui est souffrance au travail, risques psychosociaux, ce qui est en lien avec les adhérents de la carte, ça fait quelque chose qu'on a vraiment envie on veut s'en emparer, on accompagne nos adhérents quand on décèle justement ce genre de souffrance. Donc voilà, donc c'est. Moi, je trouve qu'on est complémentaires par rapport à la SCAM, tu vois. Vraiment, moi, en tant qu'autrice, je vais aller chercher un conseil juridique vraiment précis sur un truc de propriété intellectuelle à la SCAM, peut-être. Et, et, euh, et à la garde, je vais avoir un truc plus spécifique sur les RNPP. Enfin, pour moi, c'est complémentaire, quoi. Les deux. Et quand il n'y avait pas la garde, je trouve qu'il y avait vraiment un manque, quoi. Parce que même si la SCAM, c'est génial, parce que c'est vrai que des fois, d'avoir un rendez-vous avec un fiscaliste et tout, mais les deux, pour moi, ouais, c'est vraiment complémentaire, quoi. Même le partage d'expériences, la SCAM, il n'y a pas énormément d'événements. Enfin, il y a de temps en temps, hein, il y a des trucs, mais là, je trouve qu'il y a plus, voilà, il y a en plus une solidarité, un partage d'expériences. Je vais vous expliquer, là, on a mis en place aussi les parrainages, donc les jeunes réals quand on arrive sur ce marché, qu'on comprend rien, qu'il y a 300 boîtes de prod, le fait d'avoir un parrain, ça amène des choses qu'on n'a pas dans d'autres structures, quoi. Ouais. Une question, Ouais. comment est-ce qu'on peut justement accéder à ce système de parrainage? Bah, c'est dans donc je vais détailler les commissions si ça vous va. Alors, donc on a plusieurs commissions. Il y a la commission notamment journaliste puisque 20% des adhérents de la garde sont encartés, ont la carte de presse. Et il y a d'autres adhérents de la garde qui sont journalistes réalisateurs et qui font qui sont réalisateurs mais qui font un travail journalistique. Donc, on a plusieurs chantiers au sein de cette commission. Il y a notamment la reconnaissance du travail journalistique des réalisateurs, puisque il y a beaucoup de réalisateurs qui n'arrivent pas à obtenir leur carte de presse, puisqu'il y a des sociétés de production qui refusent de les déclarer comme journalistes et qui continuent à les déclarer comme réalisateurs sous la convention collective de l'audiovisuel. Donc là, depuis des années, on accompagne beaucoup de réalisateurs et ça fonctionne. Alors c'est un peu long, c'est un peu fastidieux puisqu'il faut souvent aller jusqu'en commission supérieure à la CCIJP, donc ça veut dire aller défendre devant des magistrats notre travail de journaliste, mais ça fonctionne et on se rend compte que les mentalités commencent à changer au sein de la CCIJP, donc si c'est votre cas, je vous encourage, si vous voulez que votre travail journalistique soit reconnu en tant que réalisateur, je vous encourage à le faire puisqu'on voit que ça fonctionne, quoi. Même si c'est un peu énergivore, ce qu'il ça prend du temps, faut faire des courriers, des fois des recommandés et aller jusque devant les magistrats, mais ça fonctionne. Parce que eux, ce qu'on essaye de leur montrer, c'est que c'est pas une question de statut, mais vraiment de fonction. Et que, donc ça, c'est ce qu'on fait à la commission. Donc on accompagne beaucoup ces réalisateurs. Qu'est-ce qu'il faut comme preuve? Là, par exemple, c'est la preuve de son travail journalistique. Par exemple, moi, là, récemment, on m'a demandé d'envoyer
des séquenciers d'enquête, pour qu'ils apprécient vraiment qu'il y a un travail d'enquête. Je t'interromps parce qu'il y a aussi il y a tout un argumentaire juridique qui est mis à disposition, en fait, qui est duplicable selon la situation. Et donc, c'est sur cette base-là, en fait, que tu fais ta demande. Oui, c'est l'avocate qui nous a aidés à faire tout cet argumentaire. Voilà, comme quoi c'était pas notre statut, mais vraiment la fonction journaliste qui primait. Et c'est vrai que alors, j'ai plus en tête tous les détails de l'argumentaire, mais C'est un modèle donc tu t'adaptes selon toi tes docs, mais et en complément de ce que tu dis, c'est aussi faire valoir que la CCIJP en fait fait une application complètement erronée de la définition de journaliste parce que refuse de prendre en considération les droits d'auteur. Or, ça n'a absolument rien à voir avec la définition juridique de journaliste. C'est pour ça qu'on s'attache à rapporter le caractère journalistique du travail qui est fait par les réalisateurs. Ouais, tout à fait. Est-ce que, pardon, juste avant de là-dessus, mais là tu dis on peut défendre quand les prods refusent de nous déclarer dans le journalisme, etc. Mais enfin, il y a tout aussi une catégorie où on fait le choix par rapport au statut administratif de l'intermittence. Et du coup, on ne peut pas faire valoir on ne peut pas. Enfin, tu vois, quand c'est un choix si tu pour veux le statut, là on est sur ce terrain-là en ce moment, c'est-à-dire que ça peut être. Oui, bien sûr, mais on peut justement faire. Là, c'est ce qu'on essaye de leur prouver qu'on peut faire le choix de l'intermittence, mais en faisant un travail journalistique, que parfois notre travail journalistique il nécessite de prendre des mois de développement. Et que ces mois de développement, si on n'a pas l'intermittence, on ne peut pas les faire. Donc c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire valoir et aussi que non, j'ai perdu le fil du truc. Par choix, c'est revenu. Non, mais c'est parce que ça, c'est l'argument qui rétorque, c'est dire, mais votre boîte, elle peut vous déclarer sous le statut journaliste, donc pourquoi vous restez là? Et voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup là en ce moment de journalistes qui basculent dans l'intermittence parce qu'avec la réforme de l'assurance chômage, les journalistes se retrouvent avec un tarif journalier à 30 euros par jour, alors qu'en intermittence, on est à 50 ou 60. Donc, c'est aussi, il faut que la commission de la carte de presse se mette à la page, entre guillemets, et comprenne que le travail journalistique, on peut le faire aussi si pendant un mois, on se met même si on a cette enveloppe de 1000, les fameuses écritures, on a besoin aussi de temps. Donc, ça, c'est un travail de longue haleine, mais. Mais pourquoi chercher à être déclaré comme journaliste si on est intermittent et que donc on pour avoir la carte de presse. Parce que, par exemple, mais ça dépend quel type, mais moi, mon cas personnel, je fais beaucoup de judiciaire, je vais à des procès. Oui. C'est une vraie galère. Là, j'ai une adhérente de la garde la semaine dernière qui, elle fait des politiques politiques, elle s'est fait rejeter de l'Assemblée nationale et elle n'a pas pu faire son film. Et elle était dans une mer de noir, juste. Donc, en fait, effectivement, ça dépend vraiment. Il y a des problématiques où, moi, pendant 10 ans, j'en avais strictement pas besoin, je ne l'ai pas demandé. Ça dépend. En fait, il faudrait que la commission crée des journalistes comme un jeu. Mais ça serait pas tout à fait la même vocation de la carte. Puisque la commission prenne en compte que carte de journaliste réalisateur. C'est une carte pour accéder à des endroits. Mais parce qu'effectivement, le cumul des statuts n'est pas possible. Et ne le sera jamais. Mais si tu prends en compte la fonction, en fait, par contre, si j'ai un réalisateur, il peut y avoir des années où ton projet est plus journalistique et d'autres plus de création, et l'année où tu as fait plus de travaux journalistiques. Oui, c'est ça, oui, mais ce que je veux dire, c'est que sur une année, tu cumules pas. Toi, tu choisis, tu déclares en tant que journaliste. Ça peut être des phases, ça peut être 2-3 ans, des phases de. Et oui, il y a aussi la question de ce que pour l'étranger, en fait. Bien sûr, etc. Ça t'aide beaucoup quand même d'avoir une carte estampillée République française, une carte de presse, plutôt que de demander à chaque fois une lettre, du média, de je ne sais pas quoi. C'est aussi l'intérêt que. Qu'est-ce qui bloque? C'est le cumul intermittence et on appelle ça oui. l'abattement fiscal. Et c'est un sujet. Tout à fait. Et puis, alors moi, je suis pas une grande experte. C'est la grande experte de la com, c'est Hélène Lamtrong, je la connaissais, qui elle a beaucoup travaillé sur des terrains de conflit, notamment en Syrie, sans carte de presse, et ça a été très problématique. Et elle milite énormément pour la reconnaissance du travail journalistique des réalisateurs.
Mais je pense que oui, ce qui bloque, c'est que c'est tout bête, mais c'est aussi des questions de mentalité. CCIJP, enfin, je veux pas du tout les discréditer, mais voilà, il y en a, ils arrivent en fin de carrière, ils ont encore une vision d'il y a 20 ou 30 ans du journalisme, quoi. Sauf que l'audiovisuel, ça a vachement évolué, il y a énormément de boîtes de prod, c'est hyper concurrentiel, il y a plein ouais, de contrats différents. Et je pense qu'à la CCIJP, ils n'ont pas conscience de tout ça, quoi. Ouais, mais je pense que ce qui bloque, c'est aussi que c'est la société fiscale qui bloque. C'est pour ça que la commission devrait créer une carte qui ne donne pas forcément droit Un abattement. à un abattement. Oui, mais si tu réfléchis bien, l'aspect fiscal, c'est pas un problème parce que finalement, l'abattement de 7 650, si tu es réalisateur intermittent, tu peux être déclaré aux frais réels et tu as une déduction qui est même plus importante que l'abattement de journaliste. Donc finalement, ouais. Il y a un atelier là-dessus. D'accord. Donc, tu peux pas cumuler Non, c'est ça. Non, mais tu peux pas cumuler l'abattement de journaliste et les frais réels, mais si tu fais les frais réels, des fois, c'est même plus intéressant que l'abattement de journaliste. Donc, non, mais ça, c'est un argument pour leur dire à la commission de la carte que c'est pas un argument forcément valide. C'est la peur d'ouvrir aussi la voie à la porte de la précarisation, en fait, et de remettre en cause tout le modèle de protection sociale des journalistes, hein, en attribuant la carte de presse à des intermittents. Ouais, bien sûr. Ben, que ça vienne fragiliser, en fait, tout le statut de journaliste et leur protection et leurs acquis. Mais ça aussi, c'est un autre problème, puisque en plus, en tant que journaliste, ouais, parce qu'il n'est même pas cadre. C'est ça aussi le problème, c'est qu'en tant qu'intermittent, on est cadre, alors qu'en tant que journaliste, on n'est même pas cadre. Donc, je me trompe, mais moi, j'ai toujours compris que c'est pas la carte de presse en elle-même qui te donne droit à l'abattement fiscal. C'est juste ton statut de journaliste, tes revenus de journaliste, mais c'est pas la carte de presse. Mais par contre, si tu as un redressement fiscal, c'est la carte. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que la qualité de journaliste, elle se rapporte en fait par la production de ta carte de presse. Donc, typiquement, sur la question d'abattement, tu peux très bien le faire, hein, même si tu n'as pas la carte de presse. En revanche, effectivement, si tu as un contrôle et si tu n'es pas en mesure de prouver la carte. Ouais. Et si tu tombes sur un contrôleur un peu borné, ça peut être compliqué, quoi. Enfin, j'ai eu des cas de figure où il y a eu des redressements. Alors que voilà, la personne n'avait pas la carte de presse mais faisait un travail journalistique, mais c'est à l'appréciation du contrôleur et ça peut être compliqué, quoi. Donc, sur le bulletin de salaire, il marquait journaliste pour le contrôleur en compte. Souvent, c'est ça. Il ne va pas aller chercher au-delà. Ouais. Ça répond pas à la question de pourquoi les prods refusent. Oui, alors de plus en plus, elles acceptent. Bah, il y a il y a aussi parce que, alors moi ça, je suis pas une experte, mais peut-être que c'est parce que souvent il faut qu'ils aient l'agence de presse, oui, et c'est estampillé agence de presse, ce qui n'est pas le cas de certaines boîtes de prod. Et après, je sais que ouais. Ouais, mais ça, Moi, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, une boîte avec laquelle j'ai travaillé pendant 2 ans en contrat journaliste pour eux. Et donc là, j'ai déménagé et je travaille pour eux juste ponctuellement. Et ils m'ont proposé un contrat de réal et pas un contrat de journaliste parce que pour faire ce contrat de journaliste, ils avaient fait appel à un avocat. Ils ont mis des choses en place en fait parce que c'était dans la pratique tout simplement. Et que là, dans leur, on va dire, tout l'ensemble des salariés, c'est que des réals et j'étais la seule à avoir ce statut différent. Donc, pour nous, c'est quand même plus pratique. Que ce soit pareil pour tout le monde parce qu'on n'a pas à recalculer, etc. Puisque quand on a une carte de presse, on a un 13e mois, on a une ancienneté carte de presse, etc. Donc, du coup, les sommes ne sont pas les mêmes. Et pour arriver à la fin à avoir une enveloppe globale identique, on peut faire des calculs. Donc, pour eux, c'était aussi une question de temps et de coût. Donc, pour eux, c'était simple de dire on est tous logés à c'est exactement le même boulot, je les connais, enfin voilà. Mais du coup, je dis oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais on se rend compte qu'à force de faire pression, ils acceptent, enfin ceux qui veulent être déclarés en tant que journalistes,
Je pense notamment à Hélène. Mm. Après s'être battus, maintenant, voilà, ils arrivent à être déclarés en tant que jeunesse, mais c'était le fruit d'une longue bataille. Et alors, du coup, pour continuer, pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à obtenir leur carte de presse malgré les recours en commission supérieure, sachant quand même que là, sur ces dernières années, quasiment tous les adhérents de la garde qui sont allés en commission supérieure à la CCJP ont eu leur carte de presse, sauf une. Enfin, mais si jamais ça fonctionne pas, on a, nous, un partenariat avec la CFDT pour avoir la carte de presse internationale. Donc là, bon, ça nécessite quand même de mettre un peu la main au portefeuille puisque il faut du coup adhérer à la CFDT. Donc c'est 5 euros par mois. Les frais d'adhésion, la CFDT propose ce tarif de 5 euros par mois pour les adhérents de la garde. Et après, il faut pouvoir prouver son travail journalistique. Donc, c'est la garde qui vérifiera les raisons de demande de cette carte et les 3 derniers projets réalisés. Et voilà, ça sera la garde qui vérifie ces critères. Et donc, après, la carte, donc ouais, au niveau finance, c'est 5 euros par mois l'adhésion à CFDT. Et après, la carte de presse internationale, elle coûte 50 euros par an. Et ok, il faudra rajouter les frais de port. C'est 2 ans. Ah, 2 ans, oui, Compagnie 2 ans. Oui, oui, pardon, 2 ans. Autant pour moi. Et elle a autant de. Pour la carte internationale, c'est autant reconnu quand. Bah, ça, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de recul pour savoir. Parce qu'on vient juste de faire ce partenariat avec la CFDT, donc on ne sait pas. On l'a fait. Ouais. Comptabiliser les santé. Tu peux essayer. C'est pas- Oui, pardon, ouais, je me dépêche. Donc voilà, ça c'est pour les chantiers. Bon, après, il y a d'autres chantiers à la commission journaliste. On fait une fiche technique justement juridique pour aider les journalistes, puisque c'est un statut quand même différent des intermittents. Et puis on participe à la défense de droits de la presse, etc. Différents colloques, on est représenté, etc. Ensuite, il y a la commission, une des commissions très importantes à la garde, c'est la commission de droits sociaux. Perle a commencé à en parler, où là, on a fait plusieurs études sur la souffrance au travail en 2022 et cette année avec M6 en 2024 où bah, c'est à chaque fois assez édifiant, hein, puisque 95% par exemple sur l'étude sur la souffrance en travail en 2022, tout diffuseur confondu, on voit que 95% des répondants indiquent avoir vécu au moins une situation de souffrance au travail au cours des 5 dernières années. Les résultats pour l'étude M6, on va les communiquer au mois de juin et c'est aussi très très édifiant. Donc, face à ce constat-là, suite à ce constat-là, donc on a commencé à créer les apéros cathartiques, on a commencé à se former en interne. Donc, il y a plusieurs administrateurs de la garde qui ont suivi cette formation aux risques psychosociaux, parce que l'idée, c'est de pouvoir mettre une cellule d'écoute en place et d'aider le maximum de réalisateurs qui vivraient des situations dramatiques de souffrance au travail. Et ce que disait Perle tout à l'heure, pour rebondir, c'est que voilà, on se prive pas aussi quand on voit qu'il y a des sociétés de production qui ont vraiment des très très mauvaises pratiques. Là, par exemple, je vais pas les citer, hein, ça sert à rien de. Mais là, on est carrément sur une enquête poussée et on n'exclut pas d'aller carrément devant un tribunal parce que là, on se rend compte qu'on est pas loin du harcèlement institutionnel sur des boîtes qui ont pignon sur rue et qui travaillent pour des grosses chaînes. Plusieurs boîtes avec plusieurs cas dans chaque boîte. Oui, c'est ça, plusieurs cas dans chaque boîte. On peut pas avoir des. Non. Ensuite, il y a la commission de droits des femmes à la garde qui est aussi assez active. Là, on a fait par exemple une étude en 2020-21. On se rend compte que même s'il y a beaucoup de femmes à la garde, finalement, c'est pas la majorité de ce qui est représenté dans le monde du documentaire, parce que 32% des documentaires sont réalisés par des femmes. Sur l'audiovisuel public. Oui, pardon, sur l'audiovisuel public. Et il y a une sous-représentation des femmes sur certaines cases. J'ai rien d'étonnant, mais bon, c'est en histoire. Il y a seulement 16% des documentaires diffusés sur France Télévisions qui ont été par des femmes. Et dans les thématiques aussi sciences et découvertes, là, il y a sur France Télévisions, encore une fois,
8,7% des documentaires sont réalisés par des femmes. Donc voilà, donc cette commission droits des femmes, elle est assez active pour essayer de faire évoluer ces mentalités. On organise aussi des ateliers théâtre avec le collectif Nos Réalisatrices, où là c'est une autre thématique, c'est pour prévenir tous les comportements sexistes. Donc c'est des ateliers théâtre un peu sous le forme de théâtre forum, où on apprend à répondre à une remarque sexiste, etc. C'est assez ludique et de la répartie et ça a assez bien fonctionné. Dernière fois. Ensuite, on a une commission transparence, là où il y a beaucoup d'hommes dans cette commission, qui est assez représentée à la Garde, qui fait un travail fantastique, notamment sur, donc c'est eux qui ont fait la grille des salaires que vous pouvez avoir sur le site de la Garde, qui est vachement bien. Donc là, C'est l'espace adhérent. oui, bien sûr, il faut être adhérent pour avoir accès à cette grille, mais elle est assez détaillée. On essaye de l'actualiser le plus possible au fur et à mesure des années et des nouvelles cases qui se créent, etc. Donc là, ça vous donne une fourchette. Par exemple, je sais pas, moi, Le Monde en face, vous avez la fourchette, enquête exclusive, pour vous aider dans les négos. Ensuite, il y a l'atelier décryptage des comptes aussi, qui est mise en place par la commission de transparence où tous les comptes de production, savoir détailler tout ça. J'ai parlé tout à l'heure de l'atelier négo de contrat aussi. Ensuite, il y a deux commissions qui sont en train d'être créées. D'ailleurs, si, il y a des volontaires parmi vous, on cherche du monde pour ces commissions. C'est la commission intelligence artificielle voilà, qui débute ses travaux, et la commission podcast, puisqu'on a des adhérents qui font beaucoup d'œuvres sonores, et donc il y a une administratrice à la Garde là, qui a créé cette commission podcast. Et enfin, la dernière commission très active, c'est la commission Comcom, c'est la commission communication. Donc là, on organise des événements dont j'ai parlé tout à l'heure, le petit déjeuner de la Garde et ces fameux parrainages, pour répondre à ta question. Donc, l'atelier parrainage, enfin, l'apéro parrainage, c'est une fois par an. L'idée, c'est de s'inscrire avant. En général, la Garde fait passer un petit mail, un petit message pour les réalisateurs. Alors, cette année, si je ne me trompe pas, c'était exclusivement les jeunes réals qui avaient fait uniquement un film ou qui c'était Je sais plus, mais il y avait des conditions, en tout cas, Ouais. sur Filleul, pour pas qu'on ait trop de noms, mais surtout pour cibler vraiment la jeunesse, quoi. Les jeunes qui commencent, ou pas forcément les jeunes, mais ceux qui sont en reconversion, voilà. Donc ça, il y a une vingtaine de filleuls. Donc on tire au sort filleul parrain. Pareil, on fait un appel à volontaires des parrains. Et ça, c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Là, cette année, il y a une jeune qui nous a dit que j'ai réussi à faire mon premier film grâce à mon parrain. Donc voilà, c'est un partage d'expérience, de contacts. Moi, bon, c'est la première fois que je le fais. J'ai rencontré l'année dernière mon filleul. Voilà, il me demande des conseils sur l'écriture, des choses comme ça, mais ouais, ça marche bien et les retours sont positifs. Et donc, c'est Anne-Marie Avoie qui est une ancienne administratrice qui est à la Comcom qui s'occupe de tout ça. Voilà, donc on se retrouve après un soir apéro parrainage, on tire au sort les duos et les gens se rencontrent et ça fonctionne. Donc si tu es intéressé pour l'année prochaine, tu es la bienvenue. Merci. Voilà pour les commissions. Est-ce que vous avez des questions avant que Carl vous détaille les tips sur les négos de contrat? Ah, et j'ai oublié la newsletter. Ouais, c'est la nouveauté. Là, on fait tous les mois une newsletter où on détaille un peu tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on veut faire, les dates importantes, etc. Et c'est vrai que ça permet ouais, d'être à jour des événements parce que des fois, on est un peu noyé aussi. Et puis surtout communiquer sur toutes les actions de la Ouais. Garde on ne prend pas forcément le temps de communiquer, ça, parce que ça prend du temps. Et voilà, mais là, ce qui est drôle, c'est quand même que c'est un binôme d'administrateurs chaque mois qui est en charge de la rédaction de la newsletter. Et c'est surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'adhérents qui nous disaient, on ne sait pas ce que vous faites alors qu'on bosse comme des malades. Mais donc du coup, au moins, tous les mois, voilà, on explique un peu concrètement ce qu'on fait.
Et c'est assez sympa. On fait ça en duo. Pas mal. Donc, ouais. Donc, si vous adhérez, vous aurez votre newsletter tous les mois. Euh, Alors, il reste 1 heure sur les contrats, enfin, négociation de contrats, conditions de travail et rémunération. Je vais essayer d'aller vite pour qu'on puisse quand même avoir un temps de questions-réponses, tout en sachant que si je condense, l'idée c'est vraiment de vous faire de balayer très succinctement les accords sur lesquels on peut s'appuyer et nous les conseils qu'on fait de manière assez récurrente à nos adhérents sur la relecture de contrat. Ça vous va? Ok, alors donc sur les accords. Donc évidemment, nous on va s'appuyer sur le cadre législatif, donc c'est les conventions collectives, donc production audiovisuelle ou convention journaliste, et sinon code du travail, et les accords interprofessionnels. Donc là j'en ai 2 en tête, plus un en cours de négociation. Donc le premier que la Garde a signé, c'était la charte tripartite qui a été signée en 2022, donc avec France Télévisions, les syndicats de producteurs et les organisations d'auteurs, donc c'est la SCAM, la Garde et la COUP. Les producteurs, c'est SPI, USPA, SPEC, SATEV. Voilà. C'est la grosse avancée en fait de cette charte tripartite, c'est que ça consacre en fait le rôle de l'auteur aux côtés du producteur dans tout le processus créatif du documentaire. Là où finalement les diffuseurs ont tendance à être dans une conception complètement bilatérale, c'est du prod, et l'auteur, ben, en fait, voilà, c'est en amont et il n'existe pas au rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment la grosse avancée de cette charte tripartite, en tout cas en termes de symbolique. Elle s'applique à toutes les œuvres qui sont déclarées par France Télévisions au titre de ses quotas d'investissement dans la production audiovisuelle. Alors, en gros, je ne sais pas si vous savez, mais tous les diffuseurs, à l'exception d'Arte, ils ont des obligations d'investissement dans la production audiovisuelle. Ce sont des obligations qui se calculent en pourcentage en général de chiffre d'affaires. Et donc, les diffuseurs doivent déclarer auprès de l'Arcom les œuvres dans lesquelles ils ont investi et qui vont venir être prises en compte dans leur quota de production audiovisuelle, sachant que tous les diffuseurs sont toujours très soucieux, en tout cas les gros diffuseurs, sont toujours très soucieux de respecter leurs obligations d'investissement dans la production audiovisuelle. Donc il y a toujours un gros enjeu là-dessus. Les listes qui sont déclarées à l'Arcom sont publiques, sont sur le site de l'Arcom. Donc, si vous avez un doute sur l'application d'un projet ou d'une œuvre en cours, en général, c'est souvent les mêmes séries. Après, il faut voir en fonction des unitaires, mais il y a une grande chance pour que ça rentre dans les quotas parce qu'on est sur un périmètre qui est assez large. On est aussi bien sur du documentaire de création que du même reportage. Donc, il y a quand même une grande chance pour que ce soit pris dans les quotas. Et donc, à partir du moment où ça relève de la charte du CFA, du périmètre ARCOM, la charte tripartite doit s'appliquer. Et donc, à partir de là, il y a plusieurs dispositions de la charte tripartite qui vont venir protéger le rôle de l'auteur. Et alors je vous en donne quelques-unes là que vous ayez en tête. Typiquement, tout projet qui est déposé à France Télévisions doit être accompagné d'un contrat d'auteur. Donc, que ce soit un contrat d'option ou un contrat de cession de droit. C'est-à-dire qu'avant de déposer votre projet, le producteur doit s'être engagé par contrat vis-à-vis de l'auteur et doit avoir donné lieu à une rémunération. Donc ça, c'est le point de départ en fait, de la charte tripartite. Ensuite, il est acté qu'il est possible d'organiser des rendez-vous tripartites, justement, auteur, producteur, diffuseur, que ce soit pour se faire confirmer l'intérêt de France Télévisions dans un projet, ou alors même ultérieurement dans le cadre de la mise en production. En principe, il doit y avoir un référent privilégié qui est en charge de tout le suivi éditorial de votre projet documentaire. Il y a un encadrement aussi des conditions de visionnage, où le premier visionnage ne peut pas se faire en visio. Ça doit être dans un lieu en présentiel qui doit réunir les 3 parties et qui doit éventuellement donner lieu à l'établissement d'un compte rendu. Ce que nous, on recommande vivement à nos adhérents. À l'issue du premier visionnage, vous faites un compte rendu des demandes du diffuseur.
Parce qu'à partir de ce compte rendu, si il y a des demandes de modification substantielle qui viennent de France Télévisions, à ce moment-là, le producteur peut négocier avec France Télévisions une augmentation de l'apport financier. Et cette augmentation de l'apport financier qui doit ruisseler sur l'auteur-réalisateur s'il est amené à intervenir sur ces modifications substantielles. Donc, voilà, grosso modo, les dispositions, on va dire, protectrices de l'auteur-réalisateur pour la charte de l'artiste. Et ça concerne que France Télévisions ou Ouais, d'autres ça, aussi? que France Télévisions. Ok. Ensuite, on a l'accord sur l'enveloppe minimale d'écriture qui a été signée en janvier 2023. Donc, toujours entre les mêmes, les organisations d'auteurs, Books, Camgard et les syndicats de producteurs. Alors, ça, cet accord, il s'applique automatiquement entre l'auteur et la société de production, quelle que soit la société de production, parce qu'en fait, il a été étendu par arrêté du ministère de la Culture. Donc, en fait, ça fait office de loi. Donc, vous êtes sûr qu'il s'applique dans votre relation avec votre producteur. Après, il faut que ça rentre dans l'objet de l'accord, à savoir la rémunération minimale du dossier d'écriture, enfin du dossier de présentation du projet documentaire. Donc, qui est constitué de 3 éléments cumulatifs, c'est note d'intention, note de réalisation, synopsis. À partir du moment où votre producteur vous demande de rédiger ce dossier, ça donne lieu à minima à une rémunération donc, à 2 000 € qui peut être versée en 2 temps. Le premier temps, c'est, on va dire, grosso modo, signature du contrat plus un échéancier. Et à partir du moment où il a réuni 6 000 € de financement pour la production ou pour le développement, quelque chose, en tout cas affecté au projet, ça doit déclencher le paiement du deuxième volet, 2 000 €. Est-ce que c'est clair? Moi, je signe ça, mais c'est 1 000 €. Une plus moins. Ouais, c'est 1000 plus 1000. C'est 1000 plus 1000. Ouais. Et on m'a jamais parlé des 1000 autres. Mais on est bien d'accord qu'après, quand je signe le forfait, Ouais. on les enlève, le forfait. Bah, ça, alors ça, Comment ça se passe normalement? Bah, non, En fait, si vous voulez, là, bah non, normalement, l'idée, c'est pas que ce soit déduit, en fait, du forfait, hein. Parce que cet accord-là, en fait, il a été négocié, c'était un consensus des organisations d'auteurs de rémunérer systématiquement la phase d'écriture qui est trop souvent invisibilisée ou sous-évaluée. Donc, c'était introduire cette automaticité de la rémunération. Donc, en fait, c'est pas du tout l'esprit de dire je vais te rémunérer 2 000 balles, mais en revanche, sur ces 2 000, je vais déduire de l'enveloppe. C'est pas juste en fait, c'est qui vivait ça, moi, c'est sûr. Et ça avec 2 000 €. Alors, enfin, en fait, j'ai signé le contrat, c'était à hauteur de 1 000 €, on est d'accord. Et quand le forfait a été signé, ben, c'était moins les 1 000 € que j'avais touchés. Voilà. Ben ça, non, mais évidemment que ça, c'est pas étonnant qu'il y ait certaines pratiques. Mais ça, c'est valable pour tout, hein. Même sur le contrat d'option. Hein. Le contrat d'option, quand on vous dit, bon, bah, je pose une option et puis ensuite, j'ai l'option, j'ai décidé d'acquérir tes droits, mais en revanche, je peux défalque le montant que j'ai lâché pour l'option de ton forfait. C'est pas du tout l'esprit. Et alors, est-ce que de la loi? De la même manière que moi, ça veut dire, est-ce que vous, dans vos retours, est-ce que en fait, ça se passe plutôt comme nous, on le vit? Il y a les deux cas. Mais ça se passe aussi comme enfin, moi je trouve, il y a les deux cas de figure, mais à mon avis, je pense c'est dans la négo qu'il faut être intransigeant. Il faut être hyper ferme dès le début en disant mais ces 1000, ils sont pas dans mon forfait. En fait. Il faut rien. En fait, il faut même partir de 2000. Oui, en fait, initialement, c'est 2000. Normalement, c'est 2000. Il y a une latitude dans les négociations qui a été concédée. C'est OK si jamais il y a des. On peut entendre qu'on est à un stade en amont, que lâcher 2000 pour certaines sociétés de production, ça peut être problématique. Donc, il y a cette facilité de paiement de scinder en 2 volets. Mais c'est 2 volets. Ou alors, il faut que le producteur vous informe, bon, j'ai pas réussi à réunir ce financement minimal de 6 000 €,
Donc, on s'en tient au premier volet de 1 000 euros. Et c'est vraiment un minimum parce que voilà, c'est ça, c'est que vous pouvez vraiment demander plus. Enfin, quand il y a un gros budget, parce que il faut pas non plus que les producteurs se disent que 1000 c'est un tarif qui voilà, nous on vous encourage à demander plus. Vraiment, c'est un minimum quoi. Alors, en fait, Aujourd'hui, c'est appliqué, c'est déjà, il y a toujours les textes et l'application. Ouais. C'est vraiment appliqué aujourd'hui. Même les 1000, je parle juste des 1000, les premiers 1000. Bah, là, de plus en La ouais. France Télé, sinon, ils ne pas les dossiers. Non, mais C'est ça, en fait. l'accord. T'as pas vu? J'ai vu des contrats signés, mais Ils m'ont aidé après. Ah ouais. Bah, ça commence à rentrer. Après, malheureusement, il y a encore des mauvais élèves, mais c'est rare maintenant qu'ils ne l'appliquent pas. Enfin, moi, alors, par contre, sur cette règle-là, à partir du moment, admettons, s'il n'y a pas de contrat d'option, on est bien d'accord, en fait, le réalisateur en plus peut aller, si on démarche plusieurs sociétés en même temps que le projet est porté par plusieurs sociétés, le contrat d'option ne joue pas. C'est-à-dire s'il y a plusieurs sociétés qui portent le même projet, Ouais, mais sans là, producteur, ouais. ils ne sont pas obligés de signer ce contrat d'option parce que par définition, il y a plusieurs sociétés. Bah, c'est en fait le fait de présenter un projet à plusieurs sociétés, c'est incompatible avec un contrat d'option. Pardon? C'est incompatible avec un contrat d'option. Voilà, c'est ça. Mais là, c'est pas là cet accord en fait, peu importe qu'on soit sur un contrat d'option ou qu'on soit sur un contrat de cession de droit, l'objet de cet accord, c'est l'écriture du dossier de présentation du projet documentaire avec ces 3 éléments. Mais peu importe la forme de ton contrat, ça t'applique aussi bien au contrat d'option qu'au contrat de cession de droit. Oui, mais du coup, peut-être quel est le plus prudent? C'est l'option ou la Ben, ça dépend. En fait, ça dépend du cas par cas. Parce que ça dépend, est-ce que c'est ton projet? Si c'est ton projet, ben, nous, on aurait tendance quand même à conseiller nos adhérents de partir sur un contrat d'option. S'il y a une demande pressante du producteur pour se voir céder les droits, à ce moment-là, on conseille d'insérer une clause de récupération des droits. Et tout ça, toutes ces questions qui peuvent se poser sur l'application de l'accord, ça a donné lieu à un document pédagogique qu'on a rédigé justement avec la SCAM et la boucle. Pareil, ça c'est disponible sur l'espace adhérent sous forme de forme-mission, donc n'hésitez pas. Tout ça pour dire qu'on sait bien que c'est une rémunération minimale, mais l'objet aussi, donc on voulait partir sur une négociation de rémunération minimale aussi sur les phases ultérieures, séquencier scénario. Bon, finalement, il se trouve que ça a déjà été très compliqué de négocier sur ce premier dossier, donc on s'en est tenu à cette négociation-là. Mais au moins, l'objectif, c'est de dire que ça vient cranter la rémunération. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les 3 éléments constitutifs, vous n'en avez qu'un seul ou 2, ça vous donne déjà une idée de à combien évaluer, mettons, juste la seule note d'attention ou la seule note de réalisation. Et pour ceux qui seraient eux seraient dans des négociations de rémunération du séquencier ou du scénario, donc qui n'est pas couvert par l'accord, nous, les organisations d'auteurs, on avait envisagé 5 000 pour le séquencier et 8 000 pour le scénario. Voilà, mais on n'est pas du tout allé aussi loin dans ces négociations, mais en tout cas, voilà, il y a il y a un référentiel qui existe maintenant, c'est pour ce dossier. Après, à voir, vous, comment vous vous situez par rapport à ces éléments-là. Ensuite, dernière négociation en cours, c'est l'EMR. Je ne sais pas si donc l'enveloppe minimale de réalisation. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous en dire beaucoup. C'est une négo qui est longue, qui s'inscrit dans la Peut-être dire ce que c'est l'enveloppe minimale de réalisation. Donc, en gros, c'est l'équivalent d'un forfait minimal. Ouais, le forfait, par exemple, notre forfait qu'on a, voilà, c'est ça. Voilà. En fait, il y a eu cette espèce d'impasse dans les négociations du salaire minimum, qui est la revendication de la garde, entre organisations représentatives, donc de salariés et d'employeurs. Et donc, c'est pour ça que depuis, je ne sais pas, une vingtaine d'années, il n'y a pas de salaire minimum pour le réalisateur de l'audiovisuel. Pour sortir de cette impasse, a été mise sur la table la proposition d'élargir le périmètre de la négociation, c'est de ne pas uniquement se focaliser sur le salaire minimum,
et c'est de prendre en considération une rémunération globale qui inclut aussi la rémunération en droit d'auteur. Ça a été fait, il y a eu un accord qui a été signé pour la fiction, donc pour le réalisateur de fiction. Et donc là, nous, on est en négo sur l'UMR documentaire, donc avec, comme Clémentine l'a dit, avec nos partenaires traditionnels, donc les organisations d'auteurs, les syndicats de producteurs et cette fois les organisations de salariés. Voilà, donc en fait, ça repose sur l'architecture, c'est sur deux accords qui sont indissociables l'un de l'autre. Donc, il y en a un qui porte sur la convention collective de la production audiovisuelle, un sur l'EMR et qui a trait au droit d'auteur. Les deux sont indissociables. S'il y en a un qui tombe pour quelque raison que ce soit, tout l'équilibre tombe et il faudrait renégocier à nouveau d'un nouvel accord. La garde, comme je vous l'ai dit, n'étant pas une organisation représentative, ne pourra pas signer l'accord sur le salaire minimum par volet convention collective. En revanche, sur tout ce qui est négociation, on a notre position sur le salaire minimum et on en fait part aux organisations qui, elles, signeront et on a entendu, il n'y a pas de souci. La garde a toujours dit que c'était ses membres qui seraient décisionnaires de savoir si oui ou non la garde signera l'accord. Ce sera soumis au vote. Voilà. Bon, je ne peux pas trop vous en dire plus parce que, en fait, mais ça avance. Ce qu'on peut dire, c'est quand même que ça avance, c'est-à-dire qu'au tout départ, les producteurs avaient avancé des positions, mais très, très, très basses. Et que petit à petit, on avance quand même et on est entendu. Et ce qui est important, c'est que la garde, vraiment, est entendue. Et on a, alors on se voile pas la face, on va jamais obtenir un truc extraordinaire, mais on avance et on a le sentiment que, en tout cas, on lâchera rien et qu'on va obtenir quelque chose qui sera jamais parfait, mais qui va pas trop mal quand même, non? On C'est espère. dur, c'est dur. C'est parce que là, si on vous présente à date, en fait, c'est pas compliqué parce qu'il y a plein de curseurs en fait qui sont susceptibles d'évoluer au fur et à mesure de la négociation. Donc, mais c'est pour ça que, en tout cas, c'est les adhérents au final qui voteront si oui ou non. Mais ce qui est encourageant, c'est que par rapport, moi j'ai le sentiment que par rapport à il y a 1 ou 2 ans, là il y a eu un coup d'accélérateur et qu'en plus la garde elle est plus considérée dans les négos. Oui, mais de toute façon, il y a une volonté, je pense qu'il y a une volonté de toutes les parties, hein, enfin de tous les négociateurs de parvenir à un accord. Après, oui, c'est sûr qu'on ne sera pas sur le salaire à 300 euros, qui était la revendication des membres de la garde. Parce que dans les derniers, quand vous avez parlé, justement, il y avait les sommes, je ne sais pas si c'est la même chose, le 273 à peu près. Ouais, alors ça, pour le forfait journalier. Ouais, c'était le salaire minimum journalier. Ouais, ça a été la proposition qui a été faite en entrée de négo. Et donc, ça ne sera pas ça. Non, et évidemment, les producteurs vont descendre, tout en sachant que l'historique, quand on était dans la seule négociation du salaire minimum, hors EMR et donc hors organisation d'auteurs, on était sur 3 niveaux de salaire minimum qui variaient selon l'apport diffuseur horaire en numéraire et qui oscille entre 120 et 170, je crois, euros jour. Voilà. Donc là, nous, les producteurs, en contre-proposition, à nos 276, ils sont partis sur 190. Donc, il y a un moment, de toute façon, on va rejoindre. La question, c'est où? Voilà. Et que là, le fait d'être aligné totalement sur les techniciens, c'est très compliqué dans le sens où les techniciens, ils n'ont pas de scam, ils ont pas. Donc on aurait tort toujours. Ils n'apportent pas Bien sûr. Comment? Ils n'apportent pas de projet. Non, non, mais bien sûr. Non, mais tu prêches une convaincue. Mais si tu veux, c'est un jeu d'équilibre. C'est des échanges qu'on a beaucoup en conseil d'administration qui animent aussi pas mal, mais qui sont très constructifs. Et en gros, ce qui ressort quand même, c'est que déjà, il faut avoir un salaire minimum. Et une fois qu'il y aura un salaire minimum, après, on pourra imposer à ce que les producteurs payent tous les jours qui sont effectivement travaillés et pas tous déclarés. Pardon, c'est une question parce que je me souviens du côté des producteurs, c'est pareil, il y a producteurs et producteurs en fait.
mais cette histoire de contrat d'option, il est pour un producteur, il est lié à aucun chiffre d'affaires, parce qu'il y a des tout petits producteurs qui même avancé 2000 euros finalement, quand on parle, c'est compliqué aussi. Donc c'est lié à aucune forme de taille d'entreprise. Si, alors c'est pas lié au volume à la taille de l'entreprise. Mais il y a la boucle aussi qui est dans ces négociations et donc qui, elle, défend un système, un salaire dérogatoire pour justement préserver la production des films fragiles. Donc, on aurait un salaire minimum, un salaire dérogatoire qui ne viendrait pas compromettre la possibilité de continuer à produire ce genre de films fragiles. Et un seuil de déclenchement aussi pour ce montant global de MR. Mais là, quand tu parlais de l'emploi, tu parlais même avant le salaire, Ouais, juste l'écriture. même l'écriture. L'accord d'avance sur l'emploi de l'écriture. C'est obligatoire. Tous les producteurs. Non, pas pour français, c'est tout. Le contrat d'écriture, c'est applicable à toute société de production. Ouais. C'était la charte tripartite qui est France Télé, Voilà. sachant que là, on a empoché. Même si la boîte est toute petite, elle doit normalement. Oui. Mais c'est pour ça qu'en fait. Oui, après, mais c'est pour ça que ça a été très long en fait, de parvenir à cet accord, parce qu'il a fallu évaluer le seuil, la prise en considération aussi des aides qui peuvent être attribuées en région. Donc, en fait, finalement, il y a eu tous ces échanges où, à partir du moment où tu peux optimiser sur des aides en région, un peu de CNC, etc., où le producteur peut être en mesure de lâcher ces 2000, mais à partir d'un certain montant de financement réuni. Puis en plus, ils sont bien. Une balle, une petite boîte de prod, sinon, si la boîte de prod, moi c'est pas évident, si la boîte de prod, tu vas le bosser, mais on ne peut même pas te filer 1000 balles pour les 3 mois que tu as bossé, tu vas voir ailleurs, parce que ça va être chaud derrière. Les 6 000 euros de financement, ça peut être de l'aide automatique du CNC. Oui, tu prends en compte tous les financements dédiés à l'œuvre. Ouais. J'ai une question, je reviens un peu sur le salaire minimum, là, je sais que c'est en cours, que c'est pas fait, etc., mais quand j'entends 170 ou 280, est-ce que, par ailleurs, c'est pas aussi l'assurance de voir baisser déjà, on voit ça France Télé, la moyenne c'est 250, voire au-dessus, 110, donc si on met un salaire minimum voté à 170, 180, c'est-à-dire qu'on va encore baisser. En fait, là, de manière générale, ça pose la question c'est la question du nivellement par le bas. Oui, voilà. On est en train de s'aligner sur quoi? Sur M6 qui fait des 52 minutes pour. Après, je sais pas, moi, nous, c'est déjà super dur, c'est forfait. On sait qu'on contrôle l'enquête des papiers, etc. Qu'on a un minimum. Si on dit, aujourd'hui, Oui. Non, mais l'idée, c'est qu'à terme, on soit payé tous les jours. En fait, c'est que c'est que là, on lâchera rien. Tous les jours. Et on sait nos enquêtes, elles sont. Au moins tous les jours finis, quoi. Ce qu'on appelle les jours. Oui, déjà, qu'il y ait plus de jours d'enquête, parce que souvent, on a 5 jours ou 10 jours d'enquête, même pas tous les jours de montage, parce que tous les jours de montage sont jamais déclarés, ça c'est problématique. Donc au moins qu'il y ait tous les jours de montage qui soient déclarés. Tous les jours de tournage, au moins. Mais ça, en tout cas, nous, on fait l'accompagnement d'adhérents à titre individuel. On n'arrive pas à l'obtenir pour tous, mais quand on fait des courriers au nom de l'adhérent pour réclamer le paiement de jours supplémentaires, que ce soit le montage ou le tournage, ça peut fonctionner. J'ai aussi une question. Est-ce qu'on est concerné pour le travail le dimanche et les heures sup sur en fait, si vous êtes concerné, vous êtes soit convention collective de la production audiovisuelle, soit convention collective des journalistes. Et oui, il y a majoration pour la convention. Parce que moi, quand je suis au forfait, en fait, je bosse un dimanche, voire tous les dimanches, et que je finisse à 2h du mat, personne n'en a rien à faire. Enfin, je ne vais pas avoir une pige à 350 ou des 250. Non, mais le problème, c'est quand je suis au forfait. Ouais, mais le problème, c'est le problème du forfait. Et c'est pour ça que les négociations EMR, elles sont plus importantes finalement sur l'enveloppe
de l'EMR, donc c'est un forfait fort. Enfin, c'est pas plus important que sur le salaire journalier. Ce qui est important, nous aussi, ce qu'on veut, là, c'est qu'on ait une EMR forte. Parce Enfin, que moi, je veux pas dire, il y a un petit moment que je travaille, et il y a 20 ans, on me payait toutes mes heures, peut-être pas les heures, mais en tout cas tous les jours de montage en plus, enfin, j'enquête normalement. mais c'est pour ça qu'on a etc. créé la garde, hein, c'est sur ce fondement. C'était dramatique. Et il y a eu. Mais je te dis, Je ouais. me rappelle, et je dis ça, ouais, ça envoyer c'était un message. il y a 15 ans. Hein. Après, ça n'a plus du tout été le cas, mais quand j'ai commencé en intermittent, il y a 15 ans, dans des boîtes, j'avais tout. Hein. Enfin, j'avais rien à demander, c'était normal. Et on m'a rajouté quand il y avait des jours de montage. Mais après, c'est à vous aussi de venir nous solliciter pour nous dire, parce que nous dire, bah, C'est tous. Enfin, mais moi, non, mais en fait, encore. je suis pas d'accord. Je trouve que Ça là, fait longtemps que c'est là, mais ceux qui arrivent, par exemple, enfin, tu vois, Moi, je suis moins effrayée de. mais les gens. pour eux, on n'a pas connu un système c'est comme ça, donc pour eux, c'est normal de bosser gratos. Enfin, tu vois, mais c'est même pas penser à se dire, attends, je peux négocier, si je connais mes droits, je peux y aller, etc. Toi, tu as un référentiel haute. Mais plein de Non, mais encore, j'ai un référentiel haute, mais j'ai pas le choix. Hein. Oui, je l'ai déjà, tu vois, la c'est voilà, on est moins 30% en même temps. tu n'envisages pas de contester. Là, nous, on a affaire à des réels maintenant qui n'ont plus envie de se laisser faire. Donc, on les accompagne dans la négociation avec leurs producteurs pour leur dire, ben voilà, j'ai 3 jours supplémentaires de montage, ben en fait, ils doivent être payés. Et souvent, dans les contrats, ça peut arriver que dans des contrats d'auteur réel, t'as un alinéa en disant le travail le dimanche ne sera pas ma journée, machin. Ça, c'est illégal, en fait. D'accord. Ça, si tu as ça dans ton contrat de travail, c'est pas légal, en fait. Donc, tu peux le contester tout de suite. Les échéances sur la négociation avec les maires, les prochaines échéances, grosso modo, Bah, très naïvement, l'échéance du Sunnyside avait été envisagée. Bon, là, clairement, c'est mort. Donc, au mois de juin. Mais je pense que, ouais, ça sera plus d'ici la fin de l'année, ouais. pour la finalisation. Ouais. Oui. En tout cas, on sent aussi qu'au niveau producteur, ils veulent que ça avance. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que, parce que ça fait longtemps maintenant et on sent enfin voilà, nous enfin moi je suis pour négocier Perle et Sonia Dogé qui est présidente de la garde. Il y a aussi une task force qui est hyper active, Jérôme Sesquin qui fait un boulot de fou. Et la garde est devenue vraiment incontournable. Donc ça, on est en position de force et ça, c'est vraiment une super nouvelle. Et ouais, donc, fin d'année, c'est la super nouvelle de la fin d'année, quoi. Et de l'intérieur, comment tu dis ça, Père? C'est-à-dire que les producteurs, ils disent quoi? Les monteurs se sont battus pour avoir 300 euros par jour, ils les ont. Les chefs-op se sont battus pour avoir temps. Les réals, ils exagèrent un peu. C'est un peu ça la tendance ou comment tu vis les choses, quoi? Bah, je pense que là, de toute façon, ça a l'air minimum pour les réals. De fait, il intervient, donc c'est le dernier salaire minimum pour la convention collective, dans un contexte qui est quand même pas hyper réjouissant en termes de financement du genre. En fait, les réals en fiction, ils avaient, je crois qu'ils visaient 400 euros jour, ils ont obtenu 300. La démarche, en tout cas pour la fiction, pour cet accord-là, ça a été d'arrêter l'hémorragie. Nous, ce qu'on se dit, c'est que pour les réalisateurs de documentaires, si on est sur un salaire minimum, mettons entre 210 et 220, on se dit que pour les membres de la garde qui arrivent à se faire payer plus, parce que ceux-là, ils parviendront toujours en tout cas, il n'y aura pas ce nivellement par le bas, pas sur le salaire minimum. Et puis, ce qu'on espère aussi, c'est que, donc ça c'est encore un cursus de la négociation, c'est que sur le MR, ça puisse être effectivement quelque chose de conséquent sur l'enveloppe globale. Après, je pense qu'il y a effectivement une vraie volonté d'épargner. Ça fait quand même vraiment tâche de ne pas avoir de salaire minimum
depuis 20 ans et qui donne lieu, enfin, Clémentine parlait du rapport de l'IGAC, je ne serais pas étonnée qu'il y ait quand même des pressions politiques parce que c'est quand même un scandale en fait, qu'il n'y ait toujours pas de salaire pour cette profession-là et qui donne lieu justement actuellement encore des dérives en matière de droit du travail qui sont quand même assez scandaleuses. Donc voilà un peu là, voilà, ce que je peux ressentir personnellement. J'ai une question, peut-être parce que la commission pas, mais moi je débute et dans le podcast, ce que je commence à connaître, les producteurs et les distributeurs, c'est souvent les mêmes. Donc, est-ce qu'il commence à y avoir comme ça des mises en place comme des lignes vous avez parlé quand le producteur, c'est le diffuseur, que lui-même, il a fait les finances et qu'il peut les chercher, mais pour le diffuser lui-même. Enfin, alors, on n'y est pas encore là. En fait, nous, on ouvre progressivement au podcast. Mais c'est vrai qu'on a bien conscience du peu de cartographie, enfin, d'informations qu'on peut avoir sur le secteur, que c'est même le parent pauvre, enfin, c'est le parent pauvre du secteur. Mais en fait. du coup, il y a une commission qui est en train de se créer, donc si tu veux rejoindre, Juliane, elle chapeaute la commission et elle est pleine d'énergie, plein d'idées. Donc, j'ai rien entendu encore, je travaille sur les projets. Il y avait pas mal de. Bah, non, là, voilà. Affecté aussi, il y a des gens qui sont venus vous voir voilà, avec ces problématiques-là. Non, là, on commence à relire certains contrats de podcast ou sonores. Voilà. Mais justement, l'impulsion, c'est aussi avec cette commission. Bon, 15h30, ça reste une demi-heure. Je ne sais pas trop. les points de vigilance. Ouais. Alors, je sais pas trop ce que je. Comment est-ce que je continue de dérouler? On fait comme ça et on s'arrête. Vous avez des questions? Ouais. Ouais, parce que ouais, on peut faire comme ça. Quand tu parlais des points de vigilance, on avait fait remonter les deux autres collègues de la commission qui étaient dans un cas de figure de contrat de co-réalisation. Ouais. S'il y avait des points de vigilance particuliers à avoir quand tu es sur la co-réalisation, tu vois, à un moment, peut-être globalement dans la démarche contractuelle, mais ou encore même plus précisément, chapitre particulier. Voilà, je relais, donc, pour se protéger en tant que première, j'imagine que c'est ça la question. Je réfléchis. Bah, sur la co-réalisation, non, je vois pas trop. Bah, mis à part le fait d'être clair sur le nombre de jours qui sera dévolu à chacune des coréales, la question de la rémunération. Les tâches, peut-être il faut les tâches et acter peut-être le partage de la SCAM dans le contrat. Ah ouais, tu le fais en amont? Ouais, ça se fait pas normalement parce que Les problèmes, c'est c'est les à part. transparentes, hein, par rapport à ça. Parce que ça les concerne pas en fait. C'est entre rien. Moi j'ai fait Oui, plein mais de coréales et tu Ouais. t'arranges genre. C'est là où ça peut être chaud. Ouais, mais justement, je me demande est-ce que puisse le mettre dans le contrat, puisque le producteur, il n'a rien à voir avec ta SCAM. Ouais, bien sûr, mais. Donc, c'est vraiment quelque chose à voir, et pour le coup, qui ne peut pas être contractuel entre les Coréens, et qui pose souvent problème. Alors, franchement, pour l'avoir vécu une fois, surtout quand à la fin, pendant un cas de bosser.
Donc ça, c'est en effet très vraiment problématique, mais je suis pas sûre que juridiquement. Non, mais pas le mettre dans le contrat, Contractuellement, mais pas peut l'intégrer. discuter. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en amont, parce que souvent Mais on tu vois, attend la dans quel diffusion, on cas? attend le truc et si c'est fait en amont, je sais pas. Il vaut mieux en parler le Moi, plus tôt possible. ouais, en fait, il vaut mieux en parler le plus tôt possible. Moi, je Et sais après, le que... problème, c'est qu'une fois que c'est dit, c'est compliqué de refaire machine arrière. Ouais, ça c'est clair. Quelle que soit la quantité de travail. Oui, puis peut-être qu'il n'y a pas ce qui peut être mentionné, c'est quand la répartition, ça peut se poser sur le nombre de jours ou quoi, mais une chorale, bon, a priori, tu dis 50-50, mais parfois, moi, je suis dans un cas de figure où justement, je demande pas nécessairement 50-50, donc quand tu as cette. Est-ce que ça t'arrange, tu vois, parce que c'est comme ça, t'en as un qui va bosser plus, on sait qu'il y en a un qui va bosser plus que l'autre. Ouais, moi, c'est ce que je... Enfin, et tu vois, d'acter ça, une sorte de répartition, charge de travail, jour et donc salaire. Ça, voilà, c'est ça. Ouais. De mettre des contrats. Oui, bah, de se mettre d'accord, en tout cas, oui, sur la ventilation, sur la répartition, ouais. Après, tu vois, ouais. Non, vas-y. Je t'en prie. Mais c'est pas sur la corrélation, mais tu vois, typiquement, bah, d'accord, là, EME, on est juste sur l'écriture, mais quand je vois passer des contrats où en fait on va verser 500 à chacun des co-auteurs, là pour le coup, je pense que c'est quelque chose qu'il faut renégocier, en tout cas de graver, mais pour l'enveloppe globale de manière générale, hein, parce que il peut y avoir cette tendance à se dire bon bah voilà, l'enveloppe elle serait de temps, je vais juste diviser par deux. Oui, c'est ça aussi, cette question-là que j'ai pas, elles n'ont pas posé, mais effectivement, est-ce que tu considères que dans la négo, tu arrives à deux et donc tu utilises l'enveloppe qui aurait été prévue par deux, ou est-ce que. Bah non. Enfin, on est d'accord, toi tu fais valoir. Ah bah oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, je sais que ça, c'est un des trucs un des points sur lesquels on s'interroge sur l'EMR documentaire. Et en fiction, normalement, il est prévu que c'est un partage de l'enveloppe qui est prévu par l'accord. Mais en pratique, apparemment, bah, les prods gonflent un peu l'enveloppe, sachant qu'il y a un partage entre deux coréales. Ça me semble beaucoup plus approprié par rapport à l'esprit en fait de cette négociation. Et au même titre pour le M. Donc, c'est deux co-auteurs, c'est deux contrats. Avec Bah, deux contrats, et puis surtout, tu essayes de gonfler l'enveloppe pour avoir un partage qui aboutisse à une rémunération qui soit plus raisonnable. Pardon, je rebondis. Tout à l'heure, tu as parlé des jours supplémentaires de montage. Quand on a un forfait, ce qui est souvent mon cas, ça soit sur des jours supplémentaires de montage. Pas le monteur, hein, mais le. Bah, ça dépend. En vrai, Donc, ça ça se dépend. négocie aussi. Ça se négocie. Après, c'est un rapport de force, hein. Nous, ce qu'on fait dans les courriers qu'on envoie, c'est bon, déjà, il faut s'assurer qu'on a bien la preuve du lien de subordination. Parce que là, tu es en montage, tu dépends du volet convention collective, droit du travail. Donc, c'est pour ça que chaque jour travaillé doit donner lieu à la rémunération de ton salaire. Donc, faut qu'on ait déjà, faut qu'on puisse caractériser ta présence à telle date. Donc, c'est grandement facilité. Mettons que il y a un apport en industrie ou je sais pas quoi de France en région. Donc là, tu as tes billets de train, tu as ton Airbnb, voilà. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Donc, il faut d'abord caractériser. Et puis ensuite, on se réfère aux dispositions de la convention collective. Et ça peut faire réagir. Tu n'obtiendras peut-être pas forcément tous les jours escomptés, mais en tout cas, avec certaines productions, on est parvenu à obtenir un entre-deux. Où le réel s'est pas complètement assis sur tous les jours effectués, il n'a pas non plus obtenu le paiement pour tous les jours. Mais voilà, il y avait un truc un compromis acceptable pour chacune des deux parties. Et vous conseillez de mettre des contrats, de faire mention, par exemple, de ça, de dire une formulation. Alors ça, c'est même pas. Alors ça, c'est pas la peine. Pour ceux qui sont donc ceux qui relèvent de la convention collective de la production audiovisuelle, donc pour les intermittents, ça c'est pas la peine. C'est une disposition qui est prévue dans la convention collective. En fait, c'est l'annexe 1, où en gros, il dit bien que soit dans votre contrat de travail, vous avez un terme contractuel, soit il n'y en a pas, et à ce moment-là, c'est une durée minimale d'engagement. Donc, si vous avez un terme
et qu'au-delà du terme, bah, vous avez encore la preuve d'avoir continué à travailler, pas facile, on part du contrat. Si vous n'avez pas de terme, il y avait une durée minimale d'engagement et que vous avez continué à travailler, il faut, normalement, la convention collective prévoit que ça doit faire l'objet d'un avenant. Donc à ce moment-là, vous êtes en mesure de réclamer votre avenant. Avenant qui ne peut pas se faire dans des conditions inférieures à votre contrat initial. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous payer sur toute la production 250 et sur les derniers jours restants, baisser à 220. C'est pas possible. Et tu disais, il faut avoir la preuve de tes droits, des machins. Moi, je fais beaucoup de montage à distance. Bah, il faut des échanges de mails. En fait, on est. Tu as des dates, ton chef qui te demande une modif, Ouais, machin, ou, des trucs, un des compte preuves. là où tu tiens, Ouais, c'est ça, tu me tiens informé, un compte rendu de voilà où j'en suis, je t'envoie ça, je sais pas quand. Voilà. Ah ouais, donc oui, tu marques à chaque fois. De toute façon, le conseil, c'est garder le plus de traces écrites pour tout. Oui. Est-ce que vous faites pareil, pardon, dans votre mission, dans la communication que vous faites, est-ce que vous faites pareil, toutes les démarches que vous prenez par rapport à une entreprise, par rapport à une société de production, pour que les réalisateurs qui sont à la garde sachent les mettre les pieds quand ils vont faire une proposition à un producteur. Parce que là, après, on entre aussi dans la problématique de l'après. Certaines fois, vous allez défendre un réalisateur vers un producteur, je pense que la relation de travail s'oublie un peu quand même pour la suite éventuelle. Est-ce que ça vous faites? Bah, après, c'est informel. Hein. En fait. Oui, puis c'est informel. Par exemple, on sait à des apéros de la garde, on discute entre nous, ce que disait François tout à l'heure en off, machin. Donc, on sait. Après, c'est ça aussi qu'on encourage les jeunes réalisateurs aussi à se faire parrainer à la garde et tout ça. C'est que nous, enfin, moi, je sais pas, ça fait 20 ans que je bosse, on commence à les connaître un peu, les mauvais élèves. Donc, c'est le plus important, c'est de se parler. Après, bien sûr, on n'est pas non plus le KGB, machin, on va pas faire. Mais ouais. Non, mais je dis ça. Démarche compliquée. Comme on peut avoir accès aujourd'hui au tribunal, on sait qu'il y a la Bien sûr. Ah, mais si, après, quand il y a des décisions de justice et des condamnations, c'est différent, parce que là, on n'en est pas encore. Oui, enfin, je sais pas, comme ça, c'est quand même distinct. Bien sûr, s'il y a une condamnation, condamnation, on fait des communiqués de presse, on y va, mais là, pour l'instant, on n'est pas. Ouais, et après, là, ce que je disais tout à l'heure, par contre, là, il y a des boîtes qu'on a dans le viseur et si ça perdure, on n'exclut rien, quoi. On n'exclut rien d'aller au pénal. C'est pas parce que vous accompagnez un réalisateur qui a un souci de une production que derrière la production forcément peut-être à blacklister le soir. Ouais, j'allais pas jusque-là non plus. Mais c'est bien de savoir. Après, c'est des relations interpersonnelles aussi. Ça changer, tu vois, et que toi, si t'arrives derrière, ben, finalement, ils vont dire ah, attends, maintenant, je peux faire n'importe quoi, en fait. Voilà. Et t'as ceux aussi qui. Bon, ça, c'est toujours leur excuse, en fait. Quand tu relis un contrat qui peut beaucoup pourri et merdique, ils vont dire oh, désolé, j'ai pris le contrat type, j'ai pas bien relu. Enfin, alors, tu sais jamais trop si effectivement c'est de bonne foi ou si c'est juste qu'ils vont essayer de faire passer le truc. Mais enfin, tu as souvent quand même ce genre de réaction. Du coup, tu peux leur accorder le bénéfice du doute. Mais tu savais pas, maintenant tu sais. Enfin, et puis le prochain, mais bon, je sais pas. Et donc, c'est peut-être pas forcément. Enfin, genre, voilà, il y a ceux qui sont vraiment moutons noirs et voilà, et puis d'autres, peut-être qu'il faut leur laisser. Le bénéfice du doute. Ouais, enfin, je sais pas. Après, malheureusement, ils essayent souvent. Hein. Oui. Question, mais bon, c'est hyper individuel, donc ça, c'est. Et là, j'ai un cas, en gros, c'est plus une question de je ne sais plus où me placer, c'est la personne avec qui je travaille, on va finir par être co-auteur. Parce qu'en gros, moi, je suis venue avec un projet à faire des bourses. J'ai cherché des groupes pour travailler avec moi. Et j'étais mis en contact avec quelqu'un qui a une petite boîte de prod, mais qui lui réalise des médias, donc il est vraiment réalisation base. Et bref, on a eu un match créatif, et du coup, on travaille ensemble sur mon projet
projet qui est un peu plus fiction. Du coup, on évolue le projet ensemble. Donc, moi, je suis autrice. Plus, c'est sur mon histoire. Donc, voilà, c'est moi qui l'écris. Mais même si je suis venue avec des idées de réal, lui, par exemple, il vient de créer toute une musique qu'on a un peu fait ensemble. Enfin, ça devient vraiment un travail à deux, au point où là, on est en train de faire un pilote que des boîtes de prod nous demandent. Donc, le but, c'est de soit faire une co-prod, parce que lui, il a une boîte de prod, mais j'estime on est plus en binôme, il vient plus en tant que réalisateur sonore, j'ai l'impression, et moi, autrice. Et si jamais on arrive du coup à convaincre une boîte de prod de soit nous diffuser par un achat, soit de faire une coprod avec la personne avec qui je travaille, une diffusion à deux, comment est-ce que, enfin, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais est-ce que je deviens seulement autrice? Est-ce qu'on devient deux à être auteur? Parce qu'il n'y a aucun contrat qui est signé à l'actuel, mais moi, avec lui, c'est plus un projet qu'on avance ensemble. Comment est-ce que je peux me protéger? Et même en dehors de ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous considérez que maintenant on est deux à écrire le projet, ou est-ce que je suis encore la seule autrice et lui il fait que le son? Je ne sais pas trop comment statuer sur ça. Bah, après, c'est toujours compliqué d'évaluer l'apport créatif de chacun, et en sachant que c'est pas que, en fait, c'est pas, ça peut pas être juste une idée, que ce soit une idée qui soit matérialisée. Oui, Sous je peux une forme. le montage, c'est moi qui Donc, fais, c'est moi qui après, bah, si c'est ton histoire, j'imagine que bah, moi, je te conseillerais de pas tant sur la répartition, voilà, c'est en tout cas de te réserver peut-être enfin, moi je penserais plus, tu vois, sur les modes d'exploitation, peut-être que c'était ton histoire à toi, tu as peut-être envie de te réserver certains droits, ou peut-être ne pas en céder certains. C'est plus si là, par exemple, dans les prochains mois, il y a une boîte de production qui veut acheter le projet. Moi, je peux continuer à travailler avec la personne avec qui je travaille pour la partition parce que c'est évident. Comment est-ce que je me positionne avec lui sur ce projet-là, quel type de contrat du coup avec cette boîte de production qui diffusera en fait, c'est plus en fonction des diffuseurs. Parce que j'écris maintenant, enfin, je fais les productions, je fais le montage, et je sais pas trop comment. Bah, c'est pas le système de la coprod avec production déléguée, production exécutive. Tu aurais une prod qui serait plus là pour le financement et qui serait la prod déléguée, et ton co-réal qui serait la prod exécutive. Oui, il y a un accord sur l'écriture et pour le coup, il va nous conseiller sur ça. Donc, oui, ce serait plus que la production exécutive. Bah, peut-être ça exclut pas non plus. Non. Non, mais c'est. Après, ouais, moi, je suis. En fait, il n'écrit pas, mais il me conseille, enfin, peut-être que mon producteur, je m'en rends pas compte parce que j'ai travaillé d'autres, mais. Oui, dans les cas, oui, il apporte un accord artistique, c'est comme ça. Il va m'aider à pousser en fait cette partie-là, parce que je n'avais pas, mais lui, tout ça, par exemple, il fait la musique. Si je fais la musique, Il fait la musique. Mais j'ai un peu de retard, tu t'assures d'être réalisateur en termes de contrat auteur et réalisateur. Enfin, je sais pas, réalisatrice sonore, je sais pas si c'est bien. Oui, je pense qu'il est réalisateur. Mais il peut avoir une petite. Tu peux rester autrice majoritaire et puis il peut être réalisateur minoritaire. Et producteur, c'est la musique qui est. Donc, il est créé, quoi. Ouais, ça, c'est la création. Oui, tu vas être autrice quand même. Et Tu peux être auteur des compositions musicales. Okay. Et toi, tu es autrice du reste du projet. Nous, on travaille avec très souvent des arrangeurs musicaux, ils sont de musique, Ils sont rémunérés par la SACEM, enfin, nous, c'est complètement. Ils sont rémunérés par le producteur et par la SACEM. Et c'est nous, on ne touche rien de ce qu'ils touchent eux. Et ils ne touchent pas ce qu'on touche nous, la SACEM. Et donc, en fait, que je travaille qu'avec lui et qu'en fait, on diffuse sur les ondes de sa boîte de prod à lui, il faudrait quand même que je fasse un contrat avec lui à ce niveau-là. Et si jamais on diffuse avec une boîte de prod, là, ce sera avec la boîte de prod qu'on verra.
Je ne m'étais pas penchée sur toutes les questions, mais Ok, il va alors, t'adhères à la commission Ouais, podcast qui est en train de se monter. Donc, il va falloir formaliser le processus à un moment. Mais oui, là où tu dois être la plus vigilante, dans mon avis, c'est quand tu auras ta prod, Ouais. vraiment à être protégée. Tu protèges tes idées, tu vois, Ouais. c'est Oui, personnel et tout, tu vois. Et Même si c'est quelqu'un qui intervient et vous bossez ensemble. Mais comme nous, avec des producteurs, ils sont là pour nous pousser, pour nous aider, pour, tu vois, ce dont tu parles. Après, il y a la part, en effet, musique qui il fait quelque chose, mais oui, mais je reconnais aussi, enfin, il m'aide à pousser le projet, donc maintenant je reconnais aussi qu'il a une part à l'évolution du projet, et on ne va pas du tout, enfin, sans lui, le projet ne serait pas bien aussi sûr. bien, on sortira. Donc, Et c'est l'auteur, t'as l'idée de départ, c'est ton matériel, Oui, et c'est moi, ça a de la valeur, ça. Et tout. Il y Oui, a en un partage plus, de mention, comme tu les vois. contrats, tu peux mentionner, enfin, je ne sais pas si ça est traversé, le truc principal du projet, tu peux laisser ça dans Pas un voir, commentaire, pas je sais pas. assurer. Mais ou en tout cas, tu peux le mentionner que chaque chose à modification de quoi doit se faire avec l'accord des deux auteurs, enfin absolument pas pour que tu gardes la main sur toutes les décisions qui auront ensuite à être le projet. oui, bah, ça c'est clair. Et juste sur il reste 10 minutes. Bon, bah, j'ai pas eu le temps de vous dire tout ce que j'avais listé, mais je vais sur ce qu'on est en train de dire sur la protection du droit d'auteur, justement, sur le droit moral. Je vous parlais tout à l'heure des investissements des chaînes dans la production audiovisuelle. Donc pour le périmètre de la charte tripartite concernant France Télévisions, il y a un autre levier qui est assez intéressant et qui est assez récent, c'est que maintenant, je vous disais que les chaînes sont toujours très soucieuses de respecter leurs obligations d'investissement dans la production audiovisuelle. Si jamais il y a des contrats de réalisation qui portent sur une œuvre qui serait déclarée par une de ces chaînes, dont la rédaction pourrait être contraire au droit d'auteur, donc tout ce qui va avoir trait au droit moral de l'auteur, donc notamment final cut, droit à l'intégrité, etc. Ça peut être retoqué par l'ARCOM. Donc, alors, j'ai un contrat qui porte sur une œuvre et qui méconnaît le droit, le final cut du réalisateur. Je peux saisir l'ARCOM en disant, ben voilà, telle chaîne vous a déclaré telle heure dans ses quotas de production, mais vu que le contrat n'est pas conforme aux dispositions du droit moral, je vous demande de sortir la dépense de telle chaîne de ses quotas de production. Donc le risque, alors déjà c'est un outil assez pédagogique, ça a une vertu pédagogique parce que ça permet de bien informer l'auteur et le producteur en fait déjà d'appliquer et quelles sont les dispositions du Code de la propriété intellectuelle sur le droit moral. Ça oblige en fait à les faire figurer expressément dans les contrats et à la même occasion pour les parties d'en prendre connaissance, savoir que ça existe. Ensuite, le levier, c'est de sanctionner le diffuseur, qui n'est même pas partie au contrat, mais c'est aussi pour dire au diffuseur, à un moment, il faut que vous regardiez aussi, enfin, que vous soyez un petit peu vigilant sur vos co-contractants et sur les contrats qui peuvent signer directement avec les auteurs, puisque finalement, la sanction va porter sur la chaîne qui va voir son investissement sortir de ses quotas de production. Est-ce que c'est clair? Pas du tout. Non. Si t'es pas d'accord avec le cut final du film, si c'était pas ton film, c'est plus ton film, en fait. Tu préviens l'ARCOM et tu demandes à l'ARCOM qu'elle sorte. Et comme ça, la chaîne, c'est le fameux levier que tu as vers la chaîne au moment où ils te disent faut que tu fasses alors, tu changes cette séquence-là, tu n'es pas d'accord. Alors, c'est sur la rédaction des contrats, c'est pas sur leur application, mais typiquement, donc normalement, la rédaction du Code de la propriété intellectuelle, c'est. Vous l'avez ou pas la rédaction sur le final cut? Non, très bien. Alors, attendez. C'est l'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre d'une part le réalisateur, ou éventuellement les producteurs, et d'autre part le producteur. En fait, le réalisateur et le producteur doivent se mettre d'accord d'un commun accord sur la version définitive de l'œuvre. Okay, donc ça, c'est ce qui permet de faire appliquer le droit moral du réalisateur sur l'œuvre qu'il a réalisée. On peut voir passer, c'est moins le cas, mais des contrats dans lesquels donc, il y a cette reprise de cette clause, mais derrière, le producteur va rajouter
Hop. En cas de désaccord persistant, la décision finale appartiendra au producteur. L'auteur s'engage néanmoins à se conformer aux orientations données par le producteur et accepte de procéder au Là, j'ai remaniement bien ou compris. modification. Là, j'ai bien compris. Voilà. Donc ça, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est de faire remonter ces rédactions à l'ARCOM en fait, pour sanctionner le diffuseur. Et donc, il y a aussi un volet qui Et ça, c'est le diffuseur, c'est pas le producteur qu'on s'en tient. est... Non, c'est le diffuseur. Ouais. Parce que là, c'est la chaîne, Ouais. c'est la chaîne qui déclare auprès de l'ARCOM. Alors, en sachant que c'est le producteur qui nous a fait le contrat. Ouais. Ouais, Oui, mais après, le diffuseur, il va aller voir le producteur. Ça peut nous coûter très cher en termes d'image. Alors, oui, c'est pas... Alors, ça, c'est pas anonyme, malheureusement. Donc, on se fait démonter par la chaîne qui est hyper machin parce qu'elle se fait démonter par Arcom. Ah ouais, mais ça pose toute la question Et oui, on est de... d'accord. Et c'est vrai que nous, on peine à. Vous avez peut-être vu passer des appels de la gare pour justement qu'on nous fasse passer des contrats pour qu'on puisse regarder s'il y a matière à saisir. Et en général, il n'y a pas beaucoup d'adhérents qui acceptent effectivement qu'on saisisse l'ARCOM sur la base de leur contrat. Mais il y a aussi un volet donc, couvert par ce dispositif qui porte sur les droits patrimoniaux. Donc, notamment les droits patrimoniaux, ça va être vos RNPP, la rémunération proportionnelle que vous verse le producteur pour des modes d'exploitation et ou des territoires qui ne relèvent pas de la SCAN. Et donc, on considère notamment que des RNPP qui seraient inférieurs à 1%, ça remettrait en cause ce principe de rémunération proportionnelle qui doit être appliqué et protégé par l'ARCOM. Donc ça, on a fait une petite concertation entre Organisation d'auteurs et France Télévisions encore sur les clauses qu'on considérait comme contradictoires avec ces dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Et donc ça aussi, c'est un truc qui est disponible dans l'espace adhérent. Mais voilà, ça vous montre un peu en fait la multiplicité des interlocuteurs et des fondements en fait sur lesquels on peut s'appuyer pour faire valoir différentes problématiques et différents points de droit. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Bah, c'est tout simple, mais on va voir par rapport à l'enveloppe minimale d'écriture, là, sinon on n'a pas bien parlé, c'est quelque chose qu'on doit pousser, quoi, et de vraiment tous faire respecter ça au maximum. Qu'est-ce qu'on dit juste, voilà, on a une prod qui, non, je pense qu'ils ont compris qu'ils doivent nous faire un contrat, mais bon, peut-être qu'il y en a qui vont en parler avec d'autres contrats aussi, il y en a qui ont proposé 500, 700, 200, ou qui vont dire, ben ouais, mais alors 500 là, 500 le mois prochain, enfin, voilà, par champ de tapis, ou voilà. Enfin, comment on s'assure, on coupe court le plus vite possible pour faire respecter son droit de non, en fait, il n'y a plus le choix, c'est 1000 plus 1000. Oui, c'est ça. Non, c'est 2000. C'est 2000. 2000. Et éventuellement, j'accepte de. Ouais, Ouais, c'est ça. J'ai mis 500. Il faut leur mettre la loi sous le nez. Ouais, tu Ouais, me dis ça. comment on te dit c'est simple de comment on leur met la pression sans risquer que bon bah ouais tu me fais chier en gros avoir ailleurs si C'est juste que c'est pas le choix, c'est un accord maintenant qui s'applique à tout le monde en fait. Ouais. Et si jamais vous donc le texte Sinon, tu dis, l'écriture est encadrée, voilà, conformément à l'accord signé, je ne sais plus quelle date, de manière très, très diplomate et avec un grand sourire. De temps au titre de l'écriture de l'heure. Et si jamais il y a des difficultés, vous nous faites remonter. Et nous, on regarde déjà si c'est une prod qui est affiliée à un syndicat de producteurs. Et à ce moment-là, on peut aller voir le syndicat de producteurs. Mais c'est un contrat spécifique d'écriture, ou ça peut être déjà un contrat d'option ou déjà un contrat de cession. Ça peut être les deux. Alors, ça peut être les deux. Ça couvre en fait l'écriture du dossier, quelle que soit la forme du contrat. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a la SCAN qui a adapté un modèle de contrat sur le dossier de présentation, donc vraiment sur l'application de cet accord.
Il est disponible là, dans les téléchargements. Parce qu'à ce niveau-là, parfois je vois apparaître les RNPP, ça n'a pas grand-chose à voir avec au moment du contrat d'écriture. Si, C'est en déjà fait, beaucoup, quoi. si tu veux, les RNPP, c'est bon, c'est pas comme ça qu'on l'applique en fait en droit, mais le principe c'est que c'est la cession de tes droits qui va donner lieu à une rémunération proportionnelle. C'est parce que tu cèdes tes droits à ton producteur que normalement tu as des RNPP. Donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas ce qui concerne le stade du contrat d'option, parce qu'il n'y a pas de cession où là c'est tu consens une exclusivité à ton producteur pour une durée définie sur un projet. Mais en fait, quel que soit le stade, on peut très bien anticiper sur des RNPP parce que c'est la contrepartie à ta cession de tes droits au producteur. Et pourquoi vous avez dit tout à l'heure, si c'est ton projet que tu emmènes, on signe un contrat d'option puis un contrat de cession de droit? Parce qu'en général, les contrats de cession, c'est sur des durées qui sont hyper longues. En principe, la durée, c'est 70 ans post-mortem. Et ça, c'est souvent on va te signer ça. Et Bah ouais, non, c'est pas. Je voulais négocier, mais on a parti un truc. Non, mais j'ai lâché là-dessus. Mais il n'en faut absolument rien, 70 ans post-mortem. Enfin, c'est. Bon, ouais, ça ne sert à rien, c'est une durée trop longue. Donc, c'est tout simplement, au moins, tu ne sais pas tes droits, c'est juste que tu laisses le producteur aller tester ton projet, voir s'il arrive à choper un développement ou une mise en production. Mais s'il n'y parvient pas, en fait, c'est pas grave, tu repars avec ton projet. Et tu peux aller le proposer à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que je disais, si jamais ton producteur te presse pour une session de droit, tu peux dire OK, mais je veux une clause de récupération des droits. C'est-à-dire que si à compter de la signature du contrat, dans un délai après négocier, je sais pas moi, de 24 mois, il n'y a pas une mise en production, il n'y a pas une mise en production, voire même il n'y a pas eu de version définitive de l'œuvre achevée là, comme par rapport à Final Cut, eh ben, l'auteur récupère ses droits. Cette négociation-là, au moment où on signe la première étape, donc note d'intention, note de réal et le séquençage. Le synopsis. Le synopsis. Donc c'est à ce moment-là qu'on dit, voilà, ce projet, en gros, pendant un an, vous avez le droit d'essayer de le développer. Oui, mais ça c'est pour tout, ça c'est pour tout en fait. Enfin, c'est-à-dire la clause de récupération des droits, tu peux la négocier pour un contrat de réalisation, hein, pas que d'écriture. Hein. C'est vraiment, en fait, ça vient un peu contrebalancer, oui, tu te sens un peu contraint de céder tes droits. Ok, mais à ce moment-là, je joue le jeu, mais si dans un délai que j'estime raisonnable, il ne se passe rien, à ce moment-là, on fait jouer cette clause et moi, je repars avec mon projet. Je vois l'heure, on a bien. Oui. Je pense qu'on a un train. Mais il y a peut-être encore une dernière question. Mais... Merci à vous. Merci d'être venu. C'est pas trop du chinois pour les nouvelles. Mais après, Oui, c'est pour moi, c'est du chinois aussi. Non, mais après, peut-être aussi, je disais aussi que quand Tania, vous avez plein de matériaux à disposition, comme je disais, les plans de vigilance, des ressources, voilà, ça, sur le site, parce que suivre les comptes rendus, etc., ça facilite quand même beaucoup les choses pour comprendre. Ou sinon, c'est l'appel permanence quoi, pour avoir. Et puis les assemblées générales aussi. Il y a eu une assemblée générale sur le MR il y a un an ou deux, où on essaye d'être pédagogue. Même pour les administrateurs, hein. Après, c'est compliqué. C'est intéressant dans tous les cas, même si c'est pas exactement le même secteur, ça serait en fait. Parce que on pourra j'en dire ça, c'est que ça bouge. L'écriture, quand même, mais de mois en mois. Oui, mais non, c'est une chose. Ça y est, je trouve trop. Là, je suis en train de traduction, quoi. Il n'y a plus de.
Mais oui, ben, dire qu'on doit taper, enfin, c'est plus un truc. Forcément, parce que vous avez fait tout ce boulot-là, on est plus fort. Mais nous, on le voit aussi sur l'accompagnement juridique, mais pas sur la relecture de contrat. Mais complètement. Maintenant, c'est à nous aussi, c'est à la gare, c'est le boulot. C'est pour ça qu'on est là, il faut relayer, parce que si on s'en empare pas, ben, forcément, ça va grappiller, puis on va pas faire respecter, puis voilà. Alors, si d'un coup, on Je a pense que tous avec les mêmes on conditions, est il tous faut dans le même sens, en fait. Et les jeunes, genre, enfin, moi, c'est ça qui m'avait hyper choqué. Genre, à 15 ans, je bossais avec des jeunes, et lui, mais 50% moins cher que moi, etc. Et je me rappelle, je me suis dit, et puis stop. Vous ne vous rendez pas compte, elle dit, ouais, mais c'est mon travail. Je dis, ben non, en fait, pareil, on fait tous. Et je pense que bon. Mais c'était, voilà, donc ça fait plaisir. Hein. Il y a une avancée, quoi. Mais parce que aussi, ça va de. Franchement, il y a quand même des abus démentiels, quoi. Oui, oui, mais c'est clair. Mais nous, on ne peut rien faire sur nos adhérents, en fait. Hein. C'est à nos adhérents de nous interpeller, nous solliciter pour nous dire, bah voilà, j'ai envie de faire. Je suis décidée à faire valoir mes droits, mais j'ai besoin de la garde. Donc, nous, on le fait. Mais si on n'a pas les adhérents pour nous dire, là, il y a un souci, et je suis déterminée à aller au bout, bah, c'est pour ça que si vous avez un contrat où il y a un truc vraiment qui me semble hyper abusif, il ne faut pas hésiter, il faut l'envoyer tout de suite à. Si on a un doute, j'ai envie de dire. Vaut mieux. Moi, il y a aussi un truc, je trouve, qui a été top, parce que vous l'avez fait tout de suite, qui est hyper important, c'est qu'on ne savait jamais quelle case, combien on était payé. Je m'en rappelle, moi, j'avais des copines, donc il y a des gens, parce que tu les connais pas très bien, ah non, mais je ne sais pas, enfin, c'était tout ça, parce qu'ils gagnaient, je sais pas, 2 ou 3 000, parce que voilà. Et en fait, par contre, moi, à ma petite échelle, avec mon entourage, j'arrivais un peu à savoir, mais ça, c'était la base, quoi. Parce que c'est démentiel. C'était le gros problème, c'est qu'on était éparpillés, isolés, un peu partout. Je pense qu'ils ont énormément joué. Enfin, je pense que c'est pas un hasard. C'est ça que. Ouais. Bon. En tout cas, rejoignez-nous si vous continuez. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un peu l'enregistrement. Merci. Parce qu'à la Jolie aussi, tu viens.